Hey Baptiste, aujourd'hui, on parle des films du studio Ghibli et de Hayao Miyazaki et on a quelque chose de spécial. Oui, on reçoit l'ancien directeur du Festival de cinéma de la Ville de Québec, Yann Gaylor, en entrevue. Ça va être malade. Malade. Ça va être malade. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply love. Initiative 13. J'ai roulé un. Ça y est, c'est le moment, Baptiste, J'ai roulé c'est le moment. un. OK. Ah Et, non. écoute, As-tu la table des critiques ou veux-tu que je la... J'ai pas la table des critiques. Je vais la sortir. Je vais rouler ta conséquence. OK, pour ceux qui ont jamais été témoins d'un 1 ou d'un 20, si un critical fail ou si l'autre personne a un critical success, il y a une punition. Et là, Baptiste, j'ai roulé on annule l'épisode d'aujourd'hui. non, s'il y a un épisode qu'on veut écouter, c'est bien celui-là. J'ai roulé un 9, alors je pense que c'est Yoda. C'est ça? Mais tu l'as reroulé? Oui, j'ai reroulé. Et là, c'est 9. Oh putain, c'est Yoda. C'est ça? OK, donc, la conséquence, Baptiste, pendant cet épisode, et regarde, on va se donner un break, pas pendant l'entrevue. OK. Parce que, tu devras, pendant 1 minute, parler comme Yoda. Ta meilleure imitation possible de Yoda, avec la structure de phrase de Yoda. Et là là. Et les... et, bref, le plus possible Yodesque, tout en restant dans ton sujet. Ça risque d'être suis 1 tellement minute content. de moi qui est pas capable de faire Yoda. Exactement. Juste ça. OK. Mais là, il y a des gens qui nous écoutent. OK, oui, c'est vrai. C'est moi qui le décide. C'est bon. Exactement. Il y a des gens qui nous écoutent qui se disent « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? » Je pensais que j'allais écouter un épisode de J'adore ça avec Yann Gaylor. Oui, Yann Gaylor va être présent. Oui, il va être présent. Mais la façon dont on procède, c'est que d'abord, on roule l'initiative. La personne qui a l'initiative anime. Alors, c'est moi qui anime. Yes. Super, je suis content. S'il y a une conséquence, on l'établit. Voilà, c'est fait. Et la structure de l'épisode, c'est que d'abord, hey, on vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à bord de J'adore ça. Bien heureux de vous avoir parmi nous. Le sujet aujourd'hui, Miyazaki et ses films du studio Ghibli. Mais d'abord, comme d'habitude, avant de tomber dans le sujet, et le sujet va être accompagné de Yann Gaylor, depuis le dernier épisode, Baptiste, qu'as-tu fait? OK, c'est parti. OK, je pars le timer. Jouer, j'ai... Sovlast. Quoi? Sovlast. Sovlast. Reparti le jeu, j'ai. Reparti la série saison 1, j'ai. OK. Parce que Sovlast saison 2 revenir début avril. Oui. Là, de la série télé, parles-tu? Et non jeudi. D'accord. De la série télé par le jeu. D'accord. L'impression, j'ai, d'avoir un QI très bas. C'est fou, hein? Il te reste 10 secondes, Baptiste. Vas-y, t'es capable. OK. Sovlast, j'ai relancé. C'est bon, 1 minute. C'est bon, Baptiste, ta punition est terminée. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant commencer dès le début. C'est tough, parce que là, faire toute la phrase, genre, en tout cas, bref. Tout ce que je me dis, c'est la première fois qu'on va avoir un invité. Il y a plein de gens qui connaissent Yann, puis qui se disent « Oh, un podcast avec Yann, je vais l'écouter. » Puis là, comme c'est le cavalcade de stupidité. C'est génial. Mais ouais, donc t'as regardé Last of Us Season 1? J'ai pas fini, mais je l'ai reparti. J'ai reparti la saison 1 et j'ai reparti en même temps le jeu Last of Us 1. Parce que je t'explique. Je suis sur PC, comme tu le sais.
Ouais. Puis le jeu Last of Us 1 est sorti sur PC il y a déjà peut-être 2 ans, je pense, ou quelque chose comme ça. Ils ont fait un remaster, puis ils l'ont sorti sur PC. Mais ils n'ont jamais sorti le 2 sur PC. Là, j'étais comme, bon, quand est-ce qu'ils sortent le 2? Quand est-ce qu'ils sortent le 2? Okay. Ben là, évidemment, ils vont sortir le 2 en même temps que la saison 2. Oh! Ben oui! Fait que là, tu fais comme du cross-marketing. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je me suis dit, hey, ben, je vais me repartir d'un côté la saison 1 de Last of Us que j'avais trouvé vraiment bonne. Pedro Pascal et Bella Ramsey sont excellents dans cette série-là. Puis, de l'autre côté, le jeu Last of Us, qui est juste, selon moi, l'un des meilleurs jeux de tous les temps. D'ailleurs, tu devrais... Okay. Ouh! Ah oui, tu devrais gros jouer statement. PlayStation. Oui. Toi qui as un backlog PlayStation à nous... J'ai un backlog ouais, dans le backlog, je veux dire, il y a Last of Us. Ouais, j'aurais pas le choix. C'est ça. Mais je pense que l'obstacle, c'est que de mon côté, j'ai des enfants qui sont souvent présents quand j'ai du temps pour jouer aux jeux vidéo. Ouais. Et écoute, ça a été compliqué réussir à jouer à God of War sans comme traumatiser ma fille. C'est sûr. Donc, je comprends ça. Va falloir que je trouve un certain moment, mais oui, tout à fait. Mais c'est pas... ouais. Mettons que je compare... Je pense que, mettons, dans Last of Us, ça doit te prendre moins de temps que de jouer un Horizon ou un God of War parce que c'est pas un open world. C'est beaucoup plus linéaire comme style de jeu. Là. Tu joues comme dans un film, super bien, là, c'est un très bon jeu, mais très linéaire. Là. Tu te fais guider par le scénario. Combien d'heures? Dans mon souvenir, c'était entre 15 et 20 heures. OK. Je pense. Je pense, mais ça dépend peut-être aussi si tu prends ton temps des fois pour essayer d'avoir comme des achievements de plus ou des affaires de même, chose que je ne fais pas. Non, je pense que je vais juste courir en criant. Exactement. Puis, en regardant à nouveau la saison 1 de Last of Us, je me suis rendu compte à quel point, premièrement, le jeu est super bon, puis déjà très émotionnel à ben des moments dans le jeu en soi. Puis, ils refont des scènes... exactement pareil comme dans le plan jeu. Plan par plan, puis les paroles, c'est exactement la même chose. Puis de jouer les deux en parallèle, ça m'a frappé. Là. C'était, je veux dire, de faire jouer à la fois et en même temps, à un moment donné, de jouer. C'était assez impressionnant. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça. Mais en même temps, la saison 1 prend d'autres façons de présenter certaines choses. Je pense que c'est... le 3e épisode qui présente Bill puis son chum. Je sais pas comment l'appeler. En tout cas, bref, à un moment donné, il présente l'histoire d'un gars que tu rencontres juste de façon très succincte dans le jeu. Mais là, ils font tout un épisode sur lui, sa vie, que finalement, il découvre en rencontrant un autre gars que finalement, il est gay. Puis là, mais cette histoire-là est juste ben trop belle. Pour vrai, le 3e épisode de la saison 1 de Last of Us, c'est juste un épisode en soi qui pourrait vivre tout seul. Tu le regardes, tu trouves ça beau, mais oui, ça a un peu de lien avec le reste de l'histoire, mais tu vois pas les personnages principaux ou presque pendant tout cet épisode-là, tu sais. Ouais. Fait que, non, j'ai vraiment, c'est ça, j'ai hâte en fait de réarriver à cet épisode-là parce que je sais qu'il me rend un peu émotif. Je l'aime beaucoup. OK. C'est ça. Ouais. Bon, toi, j'aurais pas le choix. Hein. De mon côté, je vais commencer par mentionner que on est le premier épisode post-Oscar. Premier enregistrement post-Oscar. Okay? Et on avait un pool des Oscars avec nos astronautes. Et le gagnant haut la main, c'est JP, alias Goof. Puis j'ai jamais vu ça. Okay? Je fais des prédictions d'Oscar, entre autres avec ma blonde, depuis très longtemps. En fait, depuis qu'on sort ensemble. Puis JP a réussi sur 23 prédictions. OK, on a prédit chaque catégorie. Sur 23, il a réussi 17 prédictions. 17 sur 23. J'ai jamais vu ça. Avec JP, bravo. Le pire, c'est chapeau. que je pense que, je sais plus si c'était dans un épisode qu'on en avait parlé ou juste toi puis moi, mais on s'était dit que probablement que la personne à battre dans un pool, c'était JP. Oui, on s'en était parlé. Ce gars-là, s'il y a un passionné
surtout des Oscars en tant que tel. Il est passionné de tout. Il est passionné de board games, il est passionné de cinéma, mais les Oscars, c'est son truc. Puis avec raison. JP, faudrait que tu te lances un channel YouTube où tu commentes les films. Ben oui. Où tu fais des reviews de films. Pour vrai, là, je pense que je me créerais 3 comptes pour m'abonner 3 fois. Un jour, JP, tu vas être en entrevue peut-être, puis on regardera des extraits de films, puis tu nous donneras tes commentaires. Mais ouais, non, c'est quelqu'un de pertinent en plus vis-à-vis du cinéma, c'est lui. Fait que ça, c'était ma petite intro. Sinon, T'avais vu juste? Oui, c'est vrai. Le dernier épisode, qu'est-ce qu'on a dit donc, par rapport à Adrien Brody? 2 choses. Adrien Brody, il va recevoir un Oscar par la tête. C'est fait. Et j'avais prédit que Brutalist n'allait pas gagner l'Oscar du meilleur film. Exactement. C'est vrai. Donc regarde, je vais prendre le win. Mais je veux dire, j'ai pas eu 17 prédictions sur 23, moi. Non, c'est ça. Bravo. Sinon, moi aussi, je vais faire un lien avec PlayStation. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé sur ta vie PlayStation? Ben, c'est ça. Dans la chronique fan de Nintendo découvre la PlayStation, j'ai essayé Astrobot. Oh, est-ce que tu connais Astrobot? Mais je connais Astrobot. Pas Astro, le petit robot, là. Non, c'est pas... non, je pense que je connais pas Astrobot. OK. Astrobot, juste comme ça, en passant, c'est le jeu de l'année 2024 selon les Video Game Awards. Ah oui? Ouais. Je te résume ça de manière super simple. De toute façon, le jeu est super simple. T'es un petit robot blanc et bleu qui doit sauver une PlayStation 5. Littéralement, t'as une PlayStation 5 physiquement qui est là, c'est comme ton vaisseau spatial. Nice. Puis il se fait attaquer, puis là, tu dois sauver la PlayStation 5 et tu dois trouver ses composantes internes. Il faut également que tu sauves un certain nombre d'amis robots qui sont comme toi, mais des fois, il y en a qui personnifient d'autres personnages de jeux de Sony. Tu vas avoir un petit robot Snake, un petit robot Kratos, un petit robot Nathan Drake, Aloy et compagnie. Donc, il y a au-dessus de 300 robots. Il y a des morceaux de puzzle à trouver un peu partout. Ça fait un peu Donkey Kong. Bon. Puis, c'est un jeu de plateforme 3D. C'est un peu comme Mario Odyssey. C'est un peu comme Mario 64. C'est un jeu de plateforme 3D avec un genre de hub world puis une map où tu peux aller sur différents niveaux. Puis ensuite, tu as 7 bonhommes à trouver. Il faut que tu te rendes à la fin et c'est tout. C'est exceptionnel, la qualité visuelle, la qualité des niveaux aussi, le temps qui a été passé sur le... Juste... on va développer un niveau, il va être unique. Il n'y aura pas comme 5 niveaux qui vont tous se ressembler. Non, chaque niveau est unique. C'est beau. Les contrôles sont exceptionnels. Ils utilisent les capacités de la manette au maximum. La manette de PlayStation 5, les triggers à résistance variable, la vibration HD, il y a un haut-parleur sur la manette, il y a un micro sur la manette, il y a un gyroscope. Tout ça est utilisé à son plein potentiel. Puis un peu comme Mario, il y a des power-ups. Donc, tu trouves un power-up qui peut te permettre de boxer, un autre qui peut te permettre de ralentir le temps. Puis il y a des trucs vraiment funky. Il y a des niveaux où tu dois le faire d'un coup, rapidement, sans mourir. Sinon, tu recommences au début. Il y a des trucs vraiment, vraiment, vraiment cool. Je comprends que ça a gagné le jeu de l'année. Pour vrai, j'ai eu un plaisir fou à jouer à ça. Peu importe l'âge que vous avez, vous allez avoir du fun. C'est un jeu qui est super amusant à 100% T. J'invente un verbe. Mais non, il est vraiment... Tu veux dire compléter? Complétitionner, exactement. C'est ce que j'ai dit. Mais tu sais, au complet. Parce que tu peux le terminer, mais t'as pas tout trouvé. Mais tu peux après backtracker puis aller trouver des trucs. C'est super amusant à compléter comme ça. C'est pas trop difficile. Justement, peut-être dans les seules critiques que j'aurais pu faire, c'est j'aurais aimé qu'il y ait des niveaux encore plus difficiles. Quoique c'est relatif. J'ai un de mes collègues qui, lui, me disait que pour lui, Elden Ring, c'est facile, mais qu'il y a des niveaux d'Astrobot qu'il n'était pas capable de faire. Puis moi, de mon côté, c'est l'inverse. Je veux dire, Est-ce que tu parles d'Eddie? Non. Non. C'est quelqu'un d'autre. Mais
Puis sinon, l'autre critique que je pourrais faire, c'est, disons, je compare à un Mario Odyssey, je trouve que les contrôles de Astro sont relativement simples, quoique précis, mais tu sais, il y a plus de variété avec Mario. Mario a plus de... Tu sais, même Mario 64 avait plus de variété de contrôles. Tu pouvais plonger par en avant, faire des triples sauts, des trucs comme ça. Bon, mais forte recommandation, pour vrai, c'est du plaisir garanti. Mes enfants triplent là-dessus. Let's go. Ah ouais, hein? Ça donne envie d'y jouer, c'est juste que... Ah, pour vrai, oui. J'ai eu, fut un temps, PS Plus Premium, qui est comme le service d'abonnement de PlayStation, mais sur PC. Parce que tu pouvais, genre, je pense, prendre cet abonnement-là, qui est comme le plus cher des PS Plus, en fait, que tu peux prendre, mais tu peux y jouer sur PC à condition que tu aies une manette de PlayStation. C'est juste que j'avais beaucoup aimé ça parce que ça m'avait permis de... Je pense que c'était là que j'avais pu jouer à Ghost of Tsushima, qui était pas encore sur PC, je crois. Puis j'avais pu jouer à Last of Us 1 aussi dans le temps où il n'était pas encore sur PC. Mais je dois dire que ce qui est un peu tannant, par contre, c'est que souvent, les dernières grosses sorties ne sont pas forcément inclus dans ce service-là. Ouais. J'étais un peu déçu parce que je me disais, je vais le prendre, mais c'est pour jouer à des exclus PlayStation, puis ça me déçoit quand on dirait qu'ils font exprès de te faire patienter parce que t'es sur PC, tu sais, genre, toi, t'auras pas accès à la totale. Tu sais, c'est ça. Bref. Mais j'aimerais ça l'essayer, c'est juste que, je vais attendre peut-être qu'il y ait une version qui sorte sur PC. Je sais pas s'il va en avoir... si ça te force à avoir une manette PlayStation, peut-être, parce que la manette est très importante pour ce jeu. J'ai une manette de PlayStation. 5? Non. C'est ça. Tu sais, Astrobot utilise toutes les gimmicks de la manette PS5 que la manette PS4 avait pas. Ok, ouais. Donc, je sais pas trop. Mais peut-être que ça va être dispo. Quoi d'autre de ton côté? Moi, j'ai parti un jeu avec un collègue, David, puis je vais y jouer probablement aussi avec ma sœur, puis peut-être un jour avec toi, si ça te tente. C'est un jeu qui s'appelle Split Fiction. Je pense que j'en avais déjà parlé. Oui, t'en as parlé. Oh oui, t'as dit que t'attendais avec impatience son arrivée. Exact. Fait que eux, le studio en arrière de ça, qui s'appelle Hazel Light, qui est un studio qui appartient à EA, si je ne m'abuse. Ce que j'aime beaucoup d'eux autres, c'est que tous leurs jeux, c'est exclusivement des jeux coop. Puis c'est des jeux coop avec des gens que tu connais. Genre, tu fais du couch coop ou du coop en ligne, mais c'est toujours avec des amis. Genre des amis sur Steam, des amis sur... Bref. Puis ils s'assument tellement là-dedans. Tu peux pas jouer au jeu tout seul. C'est impossible. Il n'y a pas de bot qui peut jouer genre ton équivalent parce qu'il y a toujours deux personnages, puis c'est toujours deux personnages qui sont joués par deux personnes physiques. Ah, c'est cool. Ouais, puis je trouve ça cool parce qu'ils s'assument tellement là-dedans que ils arrivent à livrer des jeux qui, premièrement, sont de très bonne qualité. Là, depuis, en fait, les 3 derniers qu'ils ont sortis, incluant Split Fiction, il y a A Way Out, où t'es 2 prisonniers qui doivent sortir d'une prison ensemble. Il y a It Takes Two, qui est un super bon jeu aussi, à jouer en coop puis en couch coop. Puis les effets visuels, les mini-jeux, il y a tellement de trucs qui ont été faits dans ce jeu-là. Puis là, dans Split Fiction, je viens de commencer, on est à 5 heures de fête à date. Puis je retrouve le même feeling que dans It Takes Two ils mettent tellement d'efforts. Bon, c'est une histoire, 2 personnes, mettons, qui, dans le fond, c'est 2 autrices qui vont chez un grand publisher parce qu'elles veulent se faire publier, puis à date, elles sont pas très reconnues pour leur travail d'autrices. Puis il y en a une qui est plus fantasy, puis l'autre qui est plus science-fiction, mettons. Puis là, elles arrivent genre à cet endroit-là pour le publisher, mais finalement, t'apprends que le publisher, il veut juste comme récupérer tout leur savoir de leur cerveau. Puis là, tu rentres dans un espèce de monde dans lequel elles naviguent dans leurs histoires, finalement. Fait que t'alternes constamment entre du sci-fi puis du fantasy. Puis là, il y a des trucs qui font rappel à genre... Il y a des mini-jeux, ça te fait repenser à des références à Donkey Kong, à Tron, à... Tu sais, plein de trucs, là. C'est vraiment... C'est flyé, man, de jouer à ce jeu-là. Là. C'est flyé parce que t'as jamais le temps de t'ennuyer. Tu changes constamment de beat, ça arrête jamais. C'est vraiment le fun. Puis à un moment, genre, on a pogné un bout où tu joues, t'es un cochon
qui finit par se transformer en saucisse pour aller dans un hot dog. Tu joues la saucisse qui se fait griller sur un barbecue, qui se fait passer sous la sauce, puis qui se rend dans un hot dog. Tu sais, c'est comme... je disais, mais les créateurs du jeu, c'est quoi leur réunion pour créer ce jeu-là? Ça doit être débile. En tout cas, je trouve ça peut-être qu'eux aussi, ils roulent un des 20, puis quand quelqu'un attrape un 1, il y a une table de critique, puis ils ont roulé hot dog. C'est probablement ce qui s'est passé. C'est drôle. En tout cas. Fait que c'est ça. Mais peut-être qu'un jour, on y jouera ensemble. C'est par contre, je pense que c'est PC. Ah, il y a peut-être PlayStation, puis je sais pas si c'est cross-platform. Ça, peut-être que oui. Peut-être que oui. En tout cas, faudra que je check. Je sais plus. OK. Intéressant. Très bon jeu. C'est cool. C'est cool. J'ai regardé Bref 2. Oh! Puis alors, là, je suis curieux. Là. Je l'ai regardé. Tu l'as regardé. Oui. Je l'ai regardé. Tu l'as regardé. Bref, je l'ai regardé. On l'a regardé. Ouais. Bref, on l'a regardé. C'est aussi bon. Ben oui. Je sais pas si tu peux mettre en contexte. Tu peux probablement mettre en contexte mieux que moi par rapport à Bref. Ouais. Dans le fond, Bref, Canal+ avait commandé je pense que c'est en 2013 que c'est sorti, me semble, la saison 1. Dans le fond, Kian Kojandi, qui est l'un des auteurs principaux, ils sont deux en fait en arrêt de sol. L'autre s'appelle Bruno, je sais plus quoi, mais Bruno n'est pas un acteur, il fait juste écrire pour la série. Puis il y a Kian Kojandi qui est auteur de la série et qui joue l'acteur principal. D'ailleurs, c'est drôle parce que le personnage principal n'a pas de nom, il s'appelle juste Je. Il s'appelle Je, ouais. Ça, c'est excellent comme concept. Pour leur placer, je pense que c'est lui qui anime Hot Ones. Oui, en France, exactement. Okay. Si vous avez regardé les Hot Ones France, c'est lui. Tout à fait. Puis, il s'était fait commander en 2013 par Canal+, qui est une chaîne de télévision française. Je pense que c'était comme peut-être 80 épisodes, me semble. Mais c'était des épisodes de 2 minutes. C'était très court. Puis c'était ça le concept. C'est pour ça que ça s'appelait Bref aussi. Ben, c'était pas juste que ça durait 2 minutes, mais c'est aussi qu'il avait un rythme d'enchaînement. Puis là, on vient de vous le faire un peu. Là. Je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé. Bref, on s'est embrassé. Tu sais, il y avait quelque chose dans l'enchaînement de ces choses-là qui fitait avec le terme juste bref. Mais ces 80 épisodes-là, c'était pas juste des one-shots qui voulaient rien dire, c'était une histoire qui se racontait à travers ces 80 épisodes-là. Tu sais. Ce que peu de personnes au Québec savent, pour vrai, je les ai regardés il y a quelques années dans l'ordre, puis j'ai comme compris qu'il y avait une histoire. Ben c'est ça, parce que... c'est magique. Puis en fait, c'est peut-être un peu ça que je reproche à la télévision. C'est que la télévision, souvent, vu que c'est comme heure de diffusion fixe, puis bon, maintenant, c'est de moins en moins vrai parce qu'on est en ligne, puis il y a de la rediffusion, puis etc. Mais avant, c'était comme, ben, si t'as manqué le moment, fait que t'as manqué un bout de l'histoire, fait que suivre l'histoire complète, c'était tough. Mais quand tu les regardes les uns à la suite des autres, t'es comme, oh my God, l'histoire est tellement cool. C'est excellent. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. En étant quelqu'un qui a regarder la saison 1, entre guillemets. Dans le fond, c'est disponible sur YouTube si vous voulez aller regarder, qui est regardé back-to-back. Moi, mes attentes pour la saison 2 étaient d'abord très élevées. Ensuite, je me suis dit, je peux pas rentrer là avec des attentes élevées parce que je vais être déçu. C'est sûr que je vais être déçu. C'est de retour après 10-15 ans, ça va être mauvais. Bon. Fait que là, j'ai baissé mes attentes. Puis, expérience intéressante. Ma blonde savait c'était quoi, mais avait pas regardé la saison 1, justement, de l'épisode 1 à l'épisode 3872. Bon. Donc, pour elle, le contexte, c'était dur de le situer un petit peu. Donc, tu sais, elle, pour l'expérience, elle a dit, ben regarde, allons-y comme ça. C'est pas grave, j'ai pas regardé un. On va voir si on aime ça. Et c'était tellement bon. Ben oui, hein. C'était... Puis bon, c'est sûr que... Le rythme est bon, ok, c'est aussi bon qu'il y a 10-15 ans. Malgré que c'est seulement 6 épisodes. Ben, ils ont fait le choix. Exactement. C'est ça. Ils ont un format plus télé, justement. C'est entre 30 et 40 minutes par épisode. Exact. Mais c'est le même genre d'histoire et c'est le même genre de delivery. Sauf peut-être l'épisode 3 où, pour certaines raisons, quand on le regarde, on comprend l'évidence. C'est un petit peu plus lent, cet épisode-là. Mais c'est le même genre de storytelling. Tout à fait. Et c'est très bon. Mais de mon côté, ça a comme frappé plus fort. Ah ouais. Parce que l'histoire du gars, c'est le gars, il atteint 40 ans. Puis là,
bref, il y a certains regrets, il y a certains trucs qui se rencontrent, puis il commence à faire de l'introspection, puis beaucoup d'introspection. Ouais. Puis c'est là que ça m'a frappé, parce que moi, justement, bon, d'ici à ce qu'on diffuse l'épisode, je vais peut-être avoir 40 ans. Tu sais, Oui, c'est vrai. ben exact. Oui. Puis, tu sais, sur plusieurs aspects, j'ai fait des liens entre le personnage principal puis moi. Puis ouais, ça a comme frappé, mais ça a frappé. Ça fait mal un petit peu. Il réussit à toucher à des sujets que, littéralement, c'est des sujets qui te concernent énormément entre tes 30 et tes 40 ans. Tu sais, c'est vraiment... C'est les enfants, les amis qui dérapent, la santé mentale, les parents qui ont... avec toute leur éducation, finalement, qui t'ont comme un petit peu fucké psychologiquement pour le futur. Toutes ces affaires-là, genre... Puis c'est drôle parce que moi, au moment où j'ai regardé ça, j'ai commencé en début d'année à faire de la psychothérapie, à suivre des séances de psychothérapie. Puis ça me frappait, genre, toute cette introspection. Puis tu te rends compte de choses de ta jeunesse. Avant, mettons, dans la vingtaine, on dirait que tu t'en foutais. C'était plus, tu sais, je sais pas, là, le temps passait, puis tu t'amusais, puis etc. Et là, il y a toutes ces prises de conscience-là. Puis dans Bref 2, il l'attaque sous plein d'angles super... C'est bien monté, c'est bien réalisé. Les musiques, c'est exactement le même genre de musique que ce que tu trouvais dans la saison 1, mais c'est une coche encore au-dessus, parce que je trouve qu'il y a des musiques qui viennent chercher plus d'émotions qu'avant. C'était... Pour vrai, moi, j'ai adoré ça, là. J'ai vraiment adoré ça. Qualité de production, c'est drôle parce que, tu sais, des fois, tu regardes des émissions puis tu dis comme « Ah, c'est français ». Oui, c'est juste la production je suis d'accord. a l'air française. Mais tu as deux sortes de production française. Tu as la vieille France qui va produire les épisodes de trucs qui vont passer à Télé-Québec, de genre elle résout des crimes. Oh, il ne m'interrompait jamais pendant un meurtre. Puis là, tu fais comme « Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? Dans quoi je me suis lancé? » Et tu as une espèce de nouvelle vague française, c'est pas le bon terme parce qu'on retourne pas dans la nouvelle vague française des années 60, mais tu sais, la nouvelle génération, qui c'est Studio Bagel et compagnie, qui ont une façon beaucoup plus « Hey, on a 3 euros. » Comment on produit, comment on réalise, puis qui réussit à faire des trucs que visuellement, c'est époustouflant. Wow! Exactement. Puis là, tu vois qu'ils n'ont pas de budget, mais tu vois que avec le peu de budget, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment, vraiment cool. Pour vrai, c'est impressionnant. Ben, ils ont, tu sais, mettons, c'est ça, si je compare avec ce que je regarde en ce moment, Last of Us, série saison 1, clairement, c'est pas le même budget que... Ben non, mais là, ça se compte en millions, là. C'est ça. Mais quand tu regardes Bref 2, tu t'en fous. Tu sais, t'as pas besoin, finalement. C'est là que tu te rends compte. T'es comme, OK, pour tout ce storytelling-là, j'ai pas besoin d'avoir des millions et des millions qui sont balancés dans cette série-là. Ça fait super bien la job. Puis, je dois dire que... je pense que l'un des moments aussi que j'ai beaucoup adoré puis qui m'a beaucoup marqué, c'est quand il finit par... je pense, explorer avec son frère, genre, leurs souvenirs communs, là. Oui. Puis avec les rideaux qui se lèvent, puis je trouve que ce moment-là, c'est pas des gros effets spéciaux, ils étaient probablement juste dans une salle noire avec des petites lumières un peu partout, puis des couloirs, puis etc. Mais l'effet est super bon, c'est super bien fait. C'est vraiment parce que c'est pas le « Ah, il faut que tu y crois ». Non, c'est « On veut illustrer quelque chose ». C'est ça, exactement. Puis regarde comment on va l'illustrer de manière impressionnante. Exactement. Moi, j'ai hâte que l'industrie du cinéma se rende enfin compte de ça, puis arrête de comme, faire des films à 300 millions qui sont mauvais. Ouais, exactement. Ah, ça, je suis d'accord. On va faire Spider-Man 27. V'là des millions. C'est la même chose que vous avez déjà vu, mais le scénario, on s'en fout. Ah ouais, non, c'est ça. Non. J'ai hâte que... Mais je pense qu'il y a des petites lueurs d'espoir comme ça, parce que tu vois, mettons... Puis là, je dérive un petit peu, mais on va revenir sur Bref 2 rapidement. Mais, tu sais, mettons, j'ai joué, justement, je disais, à Split Fiction, qui est un studio qui appartient en partie à EA. EA, pendant un long moment, ils se sont plantés non-stop parce qu'ils n'arrêtaient pas de faire des jeux où ils voulaient mettre des microtransactions. Puis ils misaient sur le multijoueur, puis etc. Puis, à un moment donné, je pense, ils ont dû finir par se prendre des claques parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des jeux solo qui performaient mieux. Que des jeux multi avec des microtransactions. Tu sais? Ben, le jeu auquel j'ai joué le plus dans les derniers mois,
probablement dans la dernière année, c'est Balatro. Puis c'est un dude, genre Oui, en Saskatchewan, qui a fait ça tout seul. Ah oui. Puis je veux dire, c'est un jeu exceptionnel. Puis un autre dont j'ai déjà parlé, Animal Well, que c'est un gars tout seul qui a fait ça aussi. Ouais, exactement. Ah oui. Fait que c'est ça, je pense qu'il faut pas c'est pas parce qu'on a moins de moyens qu'on peut pas faire de quoi de très très bon. Je suis d'accord avec toi. Faut vraiment pas sous-estimer ces affaires-là. Ouais. Moi, je trouve que Bref 2, en tout cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, là, si vous n'êtes pas en France, par contre, c'est un peu compliqué. OK, Baptiste, attends. Faut que je t'explique un truc. Parce que, okay, je vais raconter le truc. Baptiste m'envoie un message, il fait « OK, Bref 2 est sorti, Étienne, je sais que t'aimes ça. Regarde, voici comment faire. » Puis là, il m'envoie des instructions de comment réussir à regarder Bref 2. Puis là, moi, je regarde les messages, je fais « Attends une minute. » Je ferme mon téléphone, j'ouvre Disney+, il est là. Ouais, mais c'était ça mon point, c'est que tu peux avoir accès à Bref 2 avec Disney+. Ah, mais il est là aussi au Québec? Oui! Ok, je pensais qu'il fallait que tu mettes un VPN en France pour être capable d'accéder, genre... Là, j'imaginais Baptiste, là. Alors, on va voler la banque. Voici le plan. Avec la musique, on arrive avec du C4, on le colle sur la porte. Pendant ce temps-là, tu fais diversion. Puis là, moi, je fais diversion au garde. Puis là, Baptiste, explose la porte. On rentre à l'intérieur. On met l'argent dans nos sacs et on sort comme si on était les proprios. Puis un gros montage, puis tout. Puis moi, pendant ce temps-là, j'arrive à côté du coffre-fort, j'ouvre la porte, il est débarré, je prends le cash, je sors. Mais j'étais persuadé qu'il fallait que tu sois localisé en France, même si t'avais Disney+. Ah, c'est pour ça. Ah, bon. Non, donc, bon. Hey, bonne nouvelle à tous! Bonne nouvelle, si vous avez Disney+, allez voir Bref 2, c'est là. C'est ça, tout à fait. C'est gros coup de cœur, gros coup de cœur. Vraiment. Yes! De ton côté. Écoute, en même temps, je veux pas trop en parler parce que la saison est pas finie, mais j'ai continué à suivre Severance. Ah, Severance. J'ai pas encore fini le dernier épisode qui est sorti avec Harmonica Bell. Harmonica Bell, c'est ça. Mais j'ai vu au complet celui de Gemma avant, c'était vraiment fucking bon. Est-ce qu'on peut restatuer? J'ai déjà parlé dans un épisode précédent que la directrice photo de Severance est tellement la meilleure au monde. Puis c'est une fille de Québec. C'est une fille de Québec. Man, c'est malade. Jessica Lee Gagné. Ouais, c'est ça. Jessica Lee Gagné. C'est capoté. Ouais. C'est capoté comment c'est bon. Puis là, je me suis dit, hey, vous savez quoi? Faudrait qu'on l'invite sur le podcast. Faudrait qu'on lui parle. Ben oui. Puis je me suis dit ça la journée où, puis là, on vous fait entrer en arrière-scène, là, la journée où on a essayé d'avoir Ian Gallagher en entrevue et que tout a explosé. Là, pour ceux qui écoutent, vous vous dites que, attends un peu, non, Yann va être là. Oui, Yann va être là. Oui, Yann va être là. Mais en réalité, c'est la deuxième tentative d'enregistrement d'épisode qu'on fait aujourd'hui. Parce que la première a été une cavalcade de catastrophes. C'est drôle. C'est drôle, hein? On pourrait quasiment faire un épisode sur les histoires de setup audio avec du software, du hardware, des gens qui essayent de se rejoindre, puis que ça marchait peut-être mieux en 2019 qu'en 2025. Ah oui, c'est terrible. Je sais pas ce qui se passe, mais à chaque enregistrement, on a quelque chose. Mais là, c'est comme c'est la première fois qu'on faisait ça avec un invité. Oui. Puis là, ce coup-là, on était prêts. Mais là, c'est qui a la loi de Murphy? Ben... Yann a eu des problèmes. Exact. Beaucoup de problèmes. Oh là là. Avant que Baptiste ait des problèmes aussi. Puis bref, on a après 1h15 de taponnage, on a annulé. Mais bref, c'était un coup d'œil derrière le rideau. Ouais, tout à fait. Mais Severance, hein? Severance. Peut-être qu'un jour, on l'aura sur... Mais c'est ça, comme je te disais, là, j'ai comme... À la fois, j'ai vraiment envie d'en parler, mais j'ai comme aussi le goût d'attendre la fin de la saison. On va attendre la fin de la saison. Mais moi aussi, j'avais un point. C'est juste Severance, 3 petits points. Parce que c'est... non, c'est tellement beau, là. Je sais pas, là. C'est beau, c'est bon, c'est bien écrit. C'est Alien. Il n'y a aucune autre série qui ressemble à ça, man. C'est impressionnant. Je sais pas comment ils ont fait. Même si visuellement, c'était pas aussi beau. L'histoire est tellement intéressante. L'histoire est tellement bonne. Si vous regardez pas encore Severance, qu'est-ce que vous faites?
Là, vous faites... OK, je m'en fous si vous êtes en train de conduire ou pas. Là. Vous faites pause sur le podcast, vous revirez de bord. Exactement. Okay? Vous allez chez vous, oui. vous ouvrez Apple TV+, Oui. et vous regardez Severance. Là, les enfants vous demandent « Papa, qu'est-ce que tu fais » ou « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Tu leur dis « J'ai pas le temps, faut que je regarde Severance. » Exactement. Exactement. D'ailleurs, moi, faut que je te parle. J'ai acheté une application pour ma télévision. OK. Je te raconte mon setup. OK, dans mon salon, toutes les lumières ont été progressivement changées. C'est pas une maladie mentale, je te jure. Ont été progressivement changées pour des lumières Philips Hue. OK, des lumières en couleur de Philips. Ouais. Donc, j'ai une bande lumineuse derrière ma télévision. J'en ai une qui fait un bias lighting aussi au-dessus qui éclaire le plafond. J'en ai une qui éclaire le plancher. Tu vois pas les bandes de lumière, mais drôle, tu vois la lumière que ça fait. Étienne, ça me fait juste penser au fait que quand je scrollais encore un peu sur Facebook, je le fais vraiment moins ces derniers temps, j'avais toujours une pub d'un gars qui revenait où il avait mis plein de LED lumineuses partout, puis il les arrachait pour les remplacer par un projecteur qui faisait plein de lumière dans sa pièce. C'est juste... C'est un peu je t'imagine. Ouais. C'est un peu la même maladie mentale. Okay? J'arrache ces lumières-là, puis j'en mets des nouvelles. Ça ressemble à ça, mais pour vrai, j'ai des lumières de couleur comme ça qui sont toutes diffuses. Okay? Donc, j'ai 2 ampoules dans une lampe, mais la lampe a un abat-jour comme en papier blanc. Donc, tu sais, pour un mélange de couleurs, puis pour une ambiance, ça fonctionne très bien. Mais là, j'ai acheté une application pour ma télévision. Okay? Philips ont lancé l'application Hue Sync pour les télés LG 2024 et plus. Okay. Fait 2025 aussi, j'imagine. Je ne sais pas si on en a sorti encore. Qui fait en sorte que ça prend ton image et ça projette les couleurs appropriées dans ta pièce. Donc, ça fait en sorte que tu es comme dans l'ambiance de ce que tu regardes. Il y avait déjà ça qui existait sur les télés Samsung. Cette application-là était là sur les télé Samsung. Et ça existait aussi sous forme de boîte HDMI que tu branchais tes sources dedans, puis ça faisait le même genre de truc. Bon. Puis moi, ça sort pour ma télévision, puis là, je me dis, OK, je vais l'essayer, mais c'est sûr que je vais trouver que ça va être gimmick, puis j'aimerais pas ça. Mais au final, ma blonde puis moi, on trippe. Ouais. Tu t'en rends même plus compte. Ça fait juste augmenter l'effet d'immersion dans ce que tu regardes. Et quand tu regardes Severance avec ça, oh my God, c'est magique. Il doit y avoir du vert, pas mal. c'est blanc. Blanc, c'est bleu très très pâle avec du vert au sol. C'est ça. Tu sais, ça s'adapte à... la lumière s'adapte à où est quelle couleur dans ton écran. Donc, si dans le bas, c'est vert, mais dans le haut, c'est blanc, ben dans le haut de ta pièce, ça va être éclairé blanc, mais dans le bas de ta pièce, ça va être éclairé vert. Et ça suit l'image live. Donc, c'est vraiment cool. Moi, je pense que ce que LG, ils ont fait, c'est juste qu'ils ont embauché plein de petits gobelins qui sont gâchés dans la télé puis qui ont des petits projecteurs, puis les gobelins font juste checker ce que tu regardes puis ils bougent les projecteurs. Voilà, c'est ça. Tellement plus simple que d'innover. J'aime ton imagination, Mathis. Oh là là. Y a-t-il autre chose de ton côté? Non, mais j'ai redécouvert, là, je sais pas si on avait déjà parlé ça, Étienne, mais c'est vrai, j'avais un peu oublié que Étienne, tantôt, il m'a envoyé des vidéos de lui qui faisait de l'accordéon. Ah non. OK. Mais je les partagerai pas là, sans la vie d'Étienne. Non, mais bien que ça pourrait être quelque chose pour vous inciter à aller sur Discord puis on en partage une. Ah, peut-être. C'est parce que j'attendais que Baptiste soit prêt, puis je savais pas quoi faire en attendant dans mon bureau / studio, puis j'ai mon accordéon qui traîne, puis j'ai appris à jouer Howl's Moving Castle, le château ambulant de Haut-Rue. Je sais pas comment ça s'appelle. Non, c'est le château ambulant, tout court. Château ambulant, bon, OK. Mais j'ai appris à jouer à l'accordéon parce que, bon, on va en parler tout à l'heure. C'est quelle musique exceptionnelle. Ah, c'est tellement beau. Pour ce film-là. Puis, c'est ça. J'ai appris à jouer de par moi-même. Oui, tout à fait. Puis Étienne pourrait vous en parler de long en large, comment ça se gère, les touches des deux côtés. Il m'en a déjà parlé. C'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant, la musique. Nice. Fait que c'est ça. Oui, ça fait le tour des choses que je voulais te dire, mon cher. Parfait. Ben, allons-y avec notre invité. Yes!
C'est Enrico Palazzo! On a la chance, Baptiste et moi, d'avoir avec nous aujourd'hui un invité très spécial. C'est un passionné de cinéma au point où il a non seulement étudié en radio-télévision à Jonquière, mais est devenu le directeur général du Festival Regard et a ainsi aidé à faire briller plusieurs cinéastes et leurs courts-métrages. En plus de ça, il a été président du Conseil des arts de Saguenay et aussi a fait partie du Conseil national du cinéma et de la télévision de la SODEC. Et comme si c'était pas assez, il siège actuellement au conseil d'administration du Carnaval de Québec, de TV5 Québec-Canada, de la Fondation Félix Leclerc et du Centre des congrès de Québec. Mais Baptiste et moi, on l'a connu comme étant le directeur général et directeur artistique du FCVQ, le Festival de cinéma de la Ville de Québec, de 2015 à 2020, et duquel on a eu l'honneur et le privilège de faire le site web sous sa direction. Je me souviens, sa seule commande exacte pour nous avait été d'ajouter des Easter eggs sur le site, ce qui lui a valu, aux yeux de notre équipe de développement, le titre de meilleur client qu'on n'a jamais eu. Et oui, un titre de plus à ajouter à sa collection. Je le cite d'un autre podcast, « Un festival de cinéma, c'est le plaisir d'être ensemble. » Eh bien, on a le plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Yann Gaylor, bienvenue à bord de J'adore ça. C'est probablement aussi l'introduction la plus haute que j'ai eue de C'est ben nice. Quelle intro. J'avais presque envie que tu te trompes pour qu'on la recommence, mais non, t'es tellement bon que tu l'as fait du premier. On peut la recommencer si tu veux. Mais non, on parle de Miyazaki aujourd'hui. On parle de Miyazaki. Ouais, on parle de Miyazaki. Je fais-tu mes petites questions en rafale maintenant, mon cher Étienne? Ah oui, c'est vrai. On a décidé, Baptiste et moi, que pour les entrevues comme ça, on a besoin de faire ton profil. Baptiste, je te laisse oui, parce que nous, on te connaît très bien, mais les gens qui écoutent te connaissent peut-être un petit peu moins. Fait que, dans le but d'apprendre à te connaître, mon cher Yann, je vais te poser quelques questions en rafale, histoire qu'on établisse un peu, tu ressembles à quoi, toi? Ton jeu vidéo préféré de tous les temps, ça serait quoi? J'hésite entre The Last of Us puis Top Gear 2 au Super Nintendo. Top Gear 2, tabarouette, hein? C'est des méchants bons choix. C'est excellent. Puis plaisir coupable, Dead Rising. J'aime beaucoup buter des zombies pendant longtemps. T'es-tu plus Christopher Nolan ou Edgar Wright? Ah, sûrement Nolan. Nice. Ça y est, j'ai perdu. Dark and gritty. Dark and gritty. Ricardo Troggi ou Denis Villeneuve? Wow, celle-là, je saurais pas dire. Honnêtement, je pense que la réponse souvent cinéphilique, ça aurait été de dire Denis Villeneuve, mais de faire rire, c'est difficile d'avoir le bon rythme, le bon montage. Faut reconnaître les as de l'humour, puis ils ont malheureusement pas assez de prix en festival, pas assez de reconnaissance. Ouais. Alors oui, parfois c'est bonbon, oui, parfois on va un petit peu vite aux conclusions, etc., mais l'humour, à mon avis, c'est une immense preuve d'intelligence, puis on la célèbre pas assez, parce que souvent dans certains sectes, c'est mal vu. C'est vrai. Un Oscar pour Troggi, ça y est. Oui, un Oscar pour Troggi, exact. Peut-être pas, mais ça dépend. Si Patrice Sauvé dans sa DA, ça se peut aussi que ça puisse faire des miracles. Ton jeu de société préféré de tous les temps, mon cher? Écoute, je suis pas un grand joueur de jeux de société parce que j'ai pas beaucoup d'amis. Non, mais sérieusement. C'est pas une habitude que j'ai, mais je garde un précieux souvenir de jouer à Destin et d'avoir des jumeaux. Oh! Nice! Oui, avec la roulette. Ouais, puis elle sortir tellement fort qu'elle spin, puis elle tombe par terre, puis tu te fais chier. Puis qu'elle balance tes jumeaux à l'autre bout de ton auto. Es-tu plus Nintendo ou PlayStation? Ah, PlayStation. 100%. Cool. Console ou PC? Console, 100%. Console, PC, je sais pas comment jouer avec un trackpad puis des claviers. Je vois mon neveu faire ça, puis je suis fasciné. Ça va peut-être pas être facile, là, mais ton film préféré de tous les temps maintenant? Je pense que La Grande Beauté, La Grande Bellezza de Sorrentino, pour ce que ça dit. Sinon, Deer Hunter. Puis sinon, ça dépend de quand aussi. Puis encore une fois, j'aurais aimé citer un film drôle parce que
surtout présentement, on dirait que j'ai envie de me marrer parce que tout ce qu'on entend, c'est lourd et plate. Ben oui. Alors, j'aurais aimé être brillant puis sortir instantanément des films drôles, mais on regarde beaucoup avec mes deux garçons de 5 et 6 ans, des Chaplin, des Keaton. Et c'est quand même drôle, un coup de pied au cul. C'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment drôle. Surtout dans Chaplin, c'est toujours bien fait. Si t'avais une série aussi à choisir, ce serait laquelle? Je pense que la première fois que j'ai eu envie de suivre fébrilement une série, ça a été avec Les Invincibles. Okay. Parce que j'avais souvent l'impression qu'on voulait faire comme les Américains, puis on voulait, tant dans la musique que dans le cinéma, que dans la télé, etc. Puis là, on avait une écriture qui était la nôtre, avec des codes sociaux, moraux qui nous ressemblaient. Une télésérie avec des gars qui étaient, oui, profondément crétins parfois, mais vraiment humains aussi. Où est-ce qu'on n'était pas dans le télésérie ni dans le téléfilm, là, où est-ce que c'est Jean-Claude Lard là, qui fallait toujours avoir une paire de seins aux 5 minutes. C'est pas toujours joyeux. Là, on avait quelque chose d'intelligent, quelque chose de maîtrisé. Puis 19-2 après. 19-2. Yes. C'est comment dire beaucoup avec rien. C'est extraordinaire. Côté obscur de la force ou bon côté de la force? Écoute, je vais plutôt faire appel à l'alignement des personnages et je vais être chaotic good. Oh, nice! J'aime cette réponse nuancée. Ça aurait dû être ça la question. J'aime ça. Oui. Dans quel domaine les robots ne nous remplaceront-ils jamais, Yann? J'avais des blagues cochonnes, alors je ne les ferai pas. C'est pas le même genre de j'adore ça. Non. Mais la surprise. J'aime ça. C'est vrai, ça. Okay. Je pense que le random algorithmique sera jamais aussi surprenant qu'une réelle surprise. C'est vrai, je suis d'accord. Très nice. Puis, si tu avais une vision utopique du futur de l'humanité en une phrase, tu la résumerais comment? L'équité est la pire des injustices. Très cool. C'est ce qui vous introduit toutes et tous à Yann Gayler. Ça part. Et moi aussi, j'en apprends sur Yann parce que Yann, on se connaît, mais Yann, je t'ai jamais posé ces questions-là avant. Fait que, ben content. Moi, j'avais noté une question à poser à Yann aussi. Ah oui, c'est vrai, hein? Oui, on a tellement de questions pour Yann. Avoir été à la tête du FCVQ, Festival de cinéma de la Ville-de-Québec, je veux dire, ça fait en sorte que tu as dû voir des tonnes de films intéressants. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'un film se démarque par rapport aux autres? Écoute, j'ai fait 25 ans dans les festivals de cinéma, puis c'est la première fois qu'on me la pose. OK. Étonnamment. Je vais citer un bon ami, parce que je vais name-dropper des amis célèbres. Let's go. Sébastien Pilote, le cinéaste, un bon ami. On s'envoie des mauvais mimes souvent, mais on se voit pas assez. Puis il m'avait déjà dit une fois, j'étais en maudit après un film québécois que j'avais trouvé d'un ennui abyssal. Puis j'étais vraiment en crise parce que je me dis, voyons, ça n'a pas de sens que ce film-là passe. Puis 2-3 fois, je me choquais contre ce film-là. T'sais. Puis il m'a dit, tu sais, Yann, un bon film, ça goûte longtemps. C'est bon, ça. Puis donc, je l'haïssais, mais il était bon pour ces raisons-là. Alors, oui, effectivement, un film profondément raté, ça peut être drôle, mais je pense que c'est ça, un film qui goûte longtemps. Qui goûte amer, qui goûte triste. J'aime ça. J'aime ça. Peut-être question, c'est un petit peu plus méta, là, mais toi, mettons, Yann, comment est-ce que tu en es arrivé à être aussi impliqué et passionné par la culture en général? Parce que ton parcours, là, on l'a entendu, le CV ultra culturel, c'est quoi qui t'a fait comme baigner là-dedans, puis tu t'es dit, hey, c'est là-dedans que je me sens sur mon X, peu importe finalement dans quoi je vais participer, dans quelle initiative je me rends, sur quel CA je vais, sur toutes ces affaires-là. C'est quoi qui te drive là-dedans? Ben, tu sais, Gayler, c'est mon père qui l'a anglicisé parce que c'est Gayler. Mon père était un immigrant je suis un fils d'immigrant. Ah oui? Oui. Autrichien tchèque, donc la Deuxième Guerre, il est arrivé ici. Puis pour lui, il n'a jamais voulu nous apprendre la langue parce que pour lui, notre langue maternelle, c'était le français. Okay. Il nous obligeait à le parler très bien que je sacre et je fais beaucoup de diphtongues dans Salutations à mes professeurs de souffle et de son et de voix à la radio à l'époque. Mais
aussi le fait qu'on vienne d'un petit milieu à Chertsey, dans l'Anaudière, où est-ce que ma première pièce de théâtre, je l'ai vue à 19 ans quand je suis arrivé en ATM. J'avais peu de contact avec toute forme de culture, puis tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui nous lie, même si je venais de Chertsey, puis j'arrivais à Chicoutimi, puis à Jonquière, au Saguenay. C'est ce point commun-là, cette différenciation-là qu'on a au Québec qui est galvaudée par tout le monde, qui est pris de haut ou de loin. C'est un acquis. C'est une chance qu'on puisse parler français puis qu'on puisse importer Baptiste parce qu'il s'y retrouve ici. Tu sais, il y a ça de très beau dans ce qu'on a comme culture. Mais la culture, c'est ce qu'on défend ultimement quand il ne reste plus rien. C'est ce qu'on transmet à nos enfants, c'est nos valeurs, c'est notre façon de vivre ou de bâtir, c'est notre façon d'être en maudit ou d'être façon de s'émerveiller. Puis ça, surtout présentement, là, quand on ne sera jamais le 51e État, je l'espère, ben c'est ça aussi qui est précieux. Et c'est ça que je trouve qu'on a pris pour acquis durant trop longtemps, que j'ai tenté de défendre, bien que dans certains cercles, je suis le gars de la culture, au même titre que quand un enfant te montre les dessins, tu dis, il est beau. Puis souvent, tu vois ça dans le regard des gens comme ah ouais, c'est le gars de la culture, c'est un rêveur. Mais pas vraiment plus que vous. Tu sais. Mais tu viens avec des principes, je pense, qui sont plus affirmés. Ouais. Puis tu as envie de les débattre, puis tu as envie de les injecter dans la gorge du monde en disant regarde, c'est pour ça qu'on a envie de parler ensemble, nous trois, c'est pour ça qu'on s'échange, c'est pour ça qu'on rit de nos blagues. Parce qu'on a quelque chose qui nous distingue. Cette culture-là, quand tu es arrivé, ça a frappé fort en me disant ouais, il y a une identité à préserver, puis il y a une fierté à avoir. Tu sais. Cette fierté-là, elle s'occupe partout sur le territoire, puis c'est ça que j'ai toujours envie de débattre, puis amicalement avec un sourire. Là, mais en tout cas, pour moi, je pourrais en parler des heures parce que c'est tellement important puis précieux, mais c'est d'être capable de pouvoir faire cette traduction-là entre le langage de la culture et le langage économique ou politique qui sont dominants. C'est vrai que c'est difficile de trouver de quoi d'aussi rassembleur de plein de personnes qui pourraient avoir plein d'opinions divergentes que la culture. C'est assez capoté, je suis d'accord. Puis là, on va parler du cinéma de Miyazaki, mais on pourrait parler de la K-pop aussi, on pourrait parler du rock'n'roll. Tu sais, c'est des instruments culturels de propagande positive, on va le dire, mais de dire, regardez, c'est comme ça que je me présente, on est un vaisseau amiral de notre culture. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Ben, on avait le cinéma, il va moins bien. On a la télé, ça va moins bien. On a eu des passes de musique avec le son de Montréal, avec les Arcade Fire continu. Fait que, tu sais, on a plein de pépites comme ça, puis à chaque fois, on dit « Ah ouais, mais c'est correct. » Puis tu as des subventions. Non, en tout cas, bref, voilà. Ben, je nous on peut-tu parler de Top Gear à la place? Dans le sujet, avec une citation de Miyazaki, qui je pense... en tout cas, moi, je veux vous entendre là-dessus. On a plus tendance à juger les films sur le nombre de billets vendus ou sur l'intérêt qu'on leur porte à leur sortie. Mais ce qui nous importe, c'est de faire un film que les enfants vont voir et qu'ils auront envie de montrer à leurs enfants quand ils seront grands. C'est quasiment de faire du film durable. On pense pour les générations futures. Non, mais c'est vrai. C'est super intéressant comme statement. Ben, c'est aussi dans un contexte où on a pris le cinéma comme un produit de masse. Mais ça, c'est pas nécessairement ça. Puis aussi, se faire ensevelir sous tout ça, eh bien, tu as toujours l'impression de rater. Puis c'est pas parce que c'est vieux que c'est moins bon. C'est souvent dire, viens voir la dernière nouveauté musicale, la nouveauté ici. Ben, regarde, on le voit, là, c'est le cinéma de Miyazaki s'inscrit dans la durée. Oui. Puis il est toujours aussi bon. C'est juste que je pense qu'on a l'impression comme parents, quand on le présente à nos enfants, que les codes, c'est plus la même chose parce que c'est un cinéma de lenteur, c'est un cinéma attentif. Puis comparativement à, je sais pas, mon dernier Ninja Turtle, qui est excellent, mais qui va vite, il faut qu'il y ait au moins une cote aux 20 frames. On n'est pas au même endroit. Ouais. Alors, c'est vrai. Je me rappelle regarder les... c'est fou le détail, le niveau de détail qu'il y a quand tu regardes même pas les personnages. Mettons, tu mets en pause n'importe quel film sur un paysage, puis tu regardes le niveau de détail dans le dessin qui est mis en arrière. Tu peux quasiment juste contempler une image pendant une quinzaine de minutes tellement c'est détaillé puis impressionnant. Le pire, c'est que tu n'as même pas besoin de mettre ça sur pause. Il y a des moments... il y a des moments où c'est juste... Il y a des moments de contemplation. Il y a des moments dans le voyage de Chihiro où elle est assise dans un train pendant 2 minutes puis il se passe rien.
Ouais, Elle attend, puis en fait, on apprend à la connaître mieux en juste la regardant aller, tu sais. Ouais. Puis là, je vais dire quelque chose qui fait aucun sens, mais tu sais, tout est dans l'acting. Mais non, c'est pas de l'acting, c'est du dessin animé. Mais c'est là que c'est encore plus intense, tu sais. C'est un film qui, si c'était des acteurs, tu te dis, waouh, la performance de l'acteur est importante là-dedans, là. Là, c'est important à ce moment-là, là. On doit ressentir ce que le personnage ressent, ce qu'il pense, puis ça, OK, non, on va le faire en dessin animé. Il n'y aura pas de problème. C'est quand même cool. Ouais, vraiment. C'est quand même cool. Vraiment. C'est drôle, je repense à ce que tu disais en intro, Yann, qui était pas tant en lien, mais je trouve quand même que c'est bon de le ramener, peut-être. C'est que... Ben, c'est pas vrai. Des fois, dans certains films, il y a de Miyazaki. Là, on pourrait parler aussi du studio Ghibli at large, là, mais qui a des fois un peu d'autres styles, de d'autres réalisateurs. En fait, de Takahata, qui est son chum avec qui il a fondé Studio Ghibli. Mais le point sur le fait que c'est souvent des drames qui vont être considérés comme meilleurs films parce que c'est des drames, tu sais, puis que des choses peut-être plus positives ou, tu sais, avec des fins plus joyeuses, on dirait que c'est comme... Il y a moins cet aspect-là de « Ah, ça c'est du bon film », tu sais, fait que... Puis Miyazaki, moi, j'ai l'impression que ça a toujours été quand même un grand optimiste, là, tu sais, il parle de plein de sujets. C'est des sujets parfois très lourds, genre la guerre, tu sais, t'en vois, là, genre... Moi, l'un de mes films préférés de Miyazaki, c'est clairement Le Château dans le ciel. Ah oui. Puis le thème de la guerre là-dedans, puis de la technologie, l'environnement et les humains qui essayent de cohabiter, puis toutes ces choses-là. Puis il y a des choses là-dedans qui sont profondément tristes, mais il y a plein de lueurs d'espoir à plein de moments, puis il y a quand même aussi des moments drôles aussi, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant que ce soit pas toujours constamment du drame aussi, là, sur dans le fait de faire des films durables. Puis si tu permets, je ferais juste un petit retour, tu disais, sur l'attention aux détails puis tout ça. Il y a quelque chose qu'on oublie, mais dans le cinéma animé, ça a été des fois utilisé d'une manière un peu grossière, mais ce que ce cinéma-là de Ghibli puis Miyazaki fait, c'est le frame rate est super important. Tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on anime, qu'est-ce qu'on met, le style derrière ou le style devant. Donc, l'espèce de jeu de focus, mais qui se fait avec soit les éléments animés, les éléments inertes ou en tout cas inactifs ou légèrement actifs, avec le tilt and shift, tous ces éléments-là sont choisis puis sont délibérés. Puis c'est, je pense, qui fait souvent la maîtrise du genre qu'il a fait. Puis de nous amener à ces endroits-là volontairement pour chacun des plans. Puis je trouve que souvent on parle de la signature du type de dessin, mais il y a ça aussi, je pense, le choix de focus sur les frame rates ou à quel moment on anime quelque chose par rapport à d'autres. Puis c'est drôle parce que quand je repense à ce que tu dis là de qu'est-ce qui s'anime, puis il y a des choses qui bougent pas aux mêmes vitesses, il y a des paysages dans le fond qui bougent pas aux mêmes vitesses, puis etc. On dirait que je repense à des soit des trucs de théâtre ou des anciennes façons de faire des dessins animés où tu mettais mettons un premier décor à un endroit puis un décor un petit peu plus loin, puis quand tu regardes Miyazaki, ça fait penser à ça, tu sais, c'est vraiment... T'as l'impression de voir ces différentes layers, genre de comme si on regardait quasiment des fois une pièce de théâtre, mais tout est dessiné, tu sais. Puis ce qui est drôle, c'est que, tu sais, il n'y a plus besoin d'avoir d'économie de moyens, cet homme-là. Même depuis les années 80, il n'y avait pas besoin d'économie de moyens qu'on voit dans l'animé parfait. Non, parfois, tu vois, bon, il recycle quand il court, il est toujours la même image. Dans son cas, c'est délibéré parce qu'il peut faire ce qu'il veut. Alors, mais tout est délibéré. Puis je sais pas si vous avez vu, il y avait à un moment donné des gens qui ont présenté une façon de générer du dessin, puis d'aider avec le dessin, puis d'aider avec l'animation, avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, mais Miyazaki est là dans la présentation, il regarde la présentation, il dit pas un mot, il regarde ça, puis à la fin, il demande « Alors, qu'est-ce que t'en penses? » Puis il te ramasse les gars qui ont présenté ça. Tu sais, je pense que dans son ramassage, il y avait la phrase c'est une insulte à la vie elle-même, ce que vous venez de me présenter là. Puis quand même. Parce que, tu sais, ce gars-là, je veux dire, il va être super nitpicky, il va vouloir avoir un contrôle sur absolument tout, parce que c'est une façon de s'exprimer pour lui. Puis, tu sais, tout est réfléchi, tout est délibéré. Puis là, c'est comme, non, on va laisser les AI générer de quoi de bien random. Puis, oublie ça. Ouais.
Jamais. C'est le travail de toute sa vie, man. Ouais. Tu sais, je veux dire, le dernier, The Boy and the Heron, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il a commencé à le dessiner, il avait 77 ans. Ah, il est Tu sais, sorti c'est de pas- retraite une je sais pas combienième fois. Oui, c'est ça. No joke, là. C'est comme, T'sais, il commence à dessiner à 77 ans, man. C'est impressionnant, là, ce gars-là. C'est le plus grand passionné de tout ce qu'il fait, là. C'est impressionnant. il est pas capable d'arrêter. Ouais. Je veux dire, Ouais, les vraiment. Oscars ont fait comme, bon, ça y est, là, il est en retraite pour vrai, right? On va lui donner un Oscar, tu sais, pas commémoratif, là, mais tu sais, honoraire. Puis il a pris son Oscar, puis il a fait « Ah, je sors de retraite. » Je sors de retraite, je vais faire le garçon et le héron. Je reviens. Ouais, je reviens. Hold my Oscar. Mais ouais. Puis je dois dire que c'est sûr que Miyazaki touche à des thématiques que ça a toujours été des thématiques auprès desquelles j'étais très sensible, même étant jeune. Tu sais, je parlais de la guerre, mettons, mais il y a souvent des femmes protagonistes. Ouais. Il y a aussi le thème, tu sais, des animaux et de la nature puis de l'environnement, là, que souvent c'est des choses que on devrait pas dénigrer, ou on devrait pas genre essayer de prendre le contrôle dessus ou de dominer la nature ou les animaux. Puis moi il y a une thématique que j'aime beaucoup, c'est il y a beaucoup de il y a souvent des films qui débutent avec des personnages qui sont dans l'enfance ou qui sont très immatures. Ouais. Puis tu vois leur progression dans le film, puis il y a des démarcations très claires. Tu sais, à un moment donné, la fille dans le château ambulant, bon, elle particulièrement, c'est qu'elle se fait transformer en vieille madame, mais je veux dire, après ça, quand elle revient dans sa forme normale, elle a encore les cheveux blancs, puis ça, c'est clairement un signe de, bon, ben, cette personne-là, elle a vécu une expérience, puis elle a grandi, tu sais, elle est devenue une autre personne, puis je pense que ces thématiques-là, puis c'est toujours, oui, ok, l'évolution, on gagne en maturité dans ces personnages-là, mais il y a toujours aussi, il y a comme des éléments un peu de nostalgie, de regarder, mettons, qu'est-ce qu'on était avant, comment c'était avant, puis j'ai comme ce feeling-là qu'il y a beaucoup de nostalgie aussi dans la façon de faire ces films, puis de raconter ces histoires, là. C'est ça que je ressens souvent en regardant du Miyazaki. Puis toute la complexité morale des personnages, tu sais. Les bons sont jamais vraiment totalement bons, à part certaines puretés de l'enfance. Mais c'est surtout les mauvais qui sont pas nécessairement mauvais. Exact. En tout cas, ils ont leur point de vue. Ils sont Donc, pas mauvais pour être mauvais, là. Il y en a pas c'est un ça. qui va comme faire puis qui va Lawful sa evil. moustache. Lawful evil. Tu sais, Ouais. vraiment, quand on y revient à l'alignement de personnages, ben c'est ça, ils ont leur code à eux aussi. Fait que si tu te mets dans leur posture, dans leur moralité est généralement raisonnable. Tu sais, donc, tu sais, mettons dans Nausicaa, je sais jamais comment le prononcer, celle-là. Nausicaa. Mais, Je pense que tu l'as. Ah, ok. Nausicaa. Nausicaa, merci. Tu sais, tout ce qui est, bon, évidemment, le lien avec la destruction, mais aussi pourquoi on le détruit, ben, tu sais, c'est, encore une fois, l'éloge de l'enfance, de l'innocence, du gars, écoute, la princesse va le défendre, mais va le défendre pourquoi? L'autre avait des choses à gagner. Donc, tu sais, c'est cette notion-là de trade-off, puis je trouve que c'est dans un contexte de films familiaux, c'est intéressant après ça de jaser entre monsieur consentant comme on le fait ce soir, mais des fois avec nos enfants en disant pourquoi il est méchant, lui? Ben, faut telle affaire. Es-tu vraiment méchant? Puis pourquoi lui, on pense qu'il est méchant? Ben, c'est parce que mais ça, c'est notre point de vue. Puis est-ce que toi, t'aimerais ça avoir plus de, mettons, je sais pas, moi, de jeux vidéo? Bon, mais c'est ça, la technologie n'est pas nécessairement méchante. Alors, tu sais, je trouve que cette notion-là de nuance, souvent, on la voit moins avec le cinéma américain, quoique Pixar l'amène de plus en plus, là, mais où les bons sont vraiment bons, puis les méchants sont vraiment méchants. Puis parfois, ils n'ont pas de raison d'être méchants autre que... Ça me fait faire un lien avec... On parlait plus tôt de Last of Us. Puis Last of Us, c'est exactement le même feeling que j'ai. Personne n'est gentil, personne n'est méchant, c'est juste du monde qui essaye de survivre, puis ils ont toutes des bonnes raisons d'agir de telle façon ou de telle façon. Tu sais, il y a personne qui est vraiment evil là-dedans. Là. Puis ça, c'est vrai, je pense que c'est un bon point que tu amènes, Yann. Ouais. C'est intéressant. Je sais pas vous autres, là. Je trouve qu'il y a certains de ces films, probablement ceux qui sont pas basés sur une histoire qui a été écrite auparavant, mais il y a certains de ces films qui sont difficiles à résumer, ou du moins comme qui suivent pas une structure narrative à laquelle on est habitué. Tu sais, je sais pas si vous avez vu Le vent se lève, mais pour résumer l'histoire, à part dire c'est un gars qui dessine des avions puis qui tombe amoureux,
Je saurais pas trop quoi dire. Ben, c'est un cas de... parce que la destination, c'est ça l'histoire. C'est pas ça l'histoire, c'est pas ça qui compte, c'est le chemin. Ouais. Puis l'arc narratif n'est pas pareil non plus. Évidemment, il y a toujours le fameux au 2/3 ou au 5/6e, il y a une rupture avec le personnage, pour ça, de réconciliation. Même l'arc narrative hollywoodienne, on n'est pas là-dedans souvent. Non, puis quand on l'est, c'est pas nécessairement en lien direct avec tout ce qu'on a vu avant. C'est plus, en passant, ça arrive dans la vie. Deal with it. Ouais. Il y a de quoi de weird avec ça. J'ai ce feeling-là, tu vois, avec... Puis c'est drôle parce que ça reste l'un de mes préférés quand même, mais avec Porco Rosso. Résume-moi Porco Rosso. Ben c'est ça, résume-le, tu sais. Puis il se passe tellement de choses dans tous les sens dans Porco Rosso, puis il y a plein de sens très concrets, puis du très abstrait, puis des métaphores, puis des affaires, mais c'est difficile de le résumer, celui-ci. T'sais. Ouais. C'est comme si quand tu finis un de ces films-là, tu comprends ce que l'auteur a voulu raconter, mais t'es pas capable de l'exprimer verbalement nécessairement. C'est ça. C'est vraiment weird, mais j'aime ça. Ouais, vraiment. Ce qui est bien aussi, c'est que le fond de Porco Rosso, c'est dans un contexte de fascisme, alors. Oui, tout à fait. À regarder ces temps-ci. C'est très... c'est ça, c'est exactement ça. C'est encore une fois, c'est guerre mondiale, la construction d'avions. Puis je pense, si je me trompe pas, avoir lu à quelque part que le père de Miyazaki participait, c'était un ingénieur qui construisait des avions. Fait que tu sais, on retrouve souvent les avions, la thématique des avions, elle revient dans tellement de ces films-là. Ma blonde m'a donné une explication pour ça, je la salue d'ailleurs, elle nous écoute. Tu sais, Miyazaki, lui, a vécu les bombardements américains. Il est né en 1941, il a vécu les bombardements, puis les avions, je sais pas si vous avez remarqué, dans les films de Miyazaki, ils sont toujours fuckés, là, c'est le meilleur mot pour les décrire. Ils ont comme trop d'ailes, ils ont des formes qui n'ont pas rapport. Tu regardes ces affaires-là, tu te fais, ça peut pas voler, c'est beaucoup trop gros. Mais faut pas oublier que lui, quand il a vu les bombardements, exactement, il avait des yeux d'enfant, puis ses souvenirs, c'est ça. Puis son interprétation de c'est quoi un avion, c'est ça. Alors il dessine comme ça. J'avais jamais pensé à ça avant, mais maintenant que t'en parles, ça fait tellement de sens. Ça fait énormément de sens. Je suis d'accord. Ouais. Bien joué. Cool. Ouais. Mais il y a aussi, tu sais, on va peut-être aller trop gros dans la recherche de sens, mais je me suis toujours demandé si cette espèce des quêtes de liberté, c'est toujours des personnages qui veulent soit s'émanciper, voir du nouveau, aller ailleurs, voir l'autre. Puis l'avion, ça a toujours, ou le vol, c'est toujours un symbole de liberté, un symbole d'aplanissement des contraintes. Fait que je me dis peut-être qu'il y a ça aussi, sa fascination sur les patentes qui volent de différentes manières. Là. Puis même des certains monstres, tu sais, les monstres sont toujours hideux, mais pas toujours. Il y a toujours une transformation du monstre, pour ça il revient correct. Pas juste, ça peut arriver. Moi, le monstre que je trouvais le plus effrayant quand j'étais jeune, c'est celui dans Chihiro, qui avale tout. Lui, là, il me faisait freaker solide. Tu sais, c'est comme l'espèce de grosse bibite noire semi-transparente avec un masque. Puis là, il avale tout, puis il donne de l'or parce qu'il arrive à en générer avec ses mains. Puis il y avait quelque chose de... Ah, c'est bizarre. Puis là, plus il avale du monde, plus il devient terrifiant. Puis à un moment donné, il fait juste revomir, puis il redevient dans une forme tranquille, comme il était au début. C'est vrai qu'il y a cette... Puis c'est ça, c'est bizarre. Puis là, même, je repense à... je pense des fois il y a souvent le même visuel de sorcière qui revient là, comme une petite madame avec une très grosse tête, puis un très long nez, puis tu sais c'est toujours la même là. Ça je veux en parler. Là. Je veux en parler parce que il y a des cinéastes qui réutilisent souvent les mêmes acteurs, c'est leurs acteurs favoris. Ouais, c'est vrai. Puis Miyazaki réutilise toujours les mêmes personnages. Ça dépend lesquels, mais vas-y, je comprends. Puis on sait qu'il s'inspire de des gens qu'il a connus dans sa vie pour dessiner ses personnages. Mais c'est toujours les mêmes 5-6. Puis la vieille madame, tu sais, justement, la sorcière là, dont tu parles, c'est également la grand-mère dans Totoro.
Ouais. C'est également, je pense, une autre dans Château ambulant. Puis c'est également... Non, c'est ça. Satsuki dans Totoro, c'est la fille dans Le vent se lève. C'est Nausicaa aussi. Il y en a comme ça qui reviennent constamment. Puis moi, je me demande, non, je veux voir des photos de l'inspiration. Là. Je veux savoir c'est qui. Mais c'est drôle quand même que... Tu peux dessiner n'importe qui. Tu fais, non, je vais redessiner la même personne. Parce que je m'inspire de cette personne-là pour faire son personnage. Ben oui. C'est fou, pareil. Puis on parle des choses épeurantes. Je me souviens pas comment il s'appelait ou comment il l'appelait, mais souvenez-vous, je pense que c'était dans les premières séquences là, de la princesse Mononoke, l'espèce de truc qui attaque tout le monde. Oui. L'espèce de sanglier de tarentule. Ouais. Moi, c'était vraiment du nightmare fuel quand j'étais petit. Puis il y a comme une espèce à un moment donné de je sais plus, c'est peut-être un ouais, ça me fait penser à ça, mais c'est pas exactement cette bébite là, mais il y a un cerf aussi qui marche, puis là il y a comme de la végétation qui pousse sous ses pas puis qui meurt directement. Ouais, c'est l'esprit de la forêt ça. C'est ça, mais il y a des trucs, je sais pas comment dire, tu sais, même des fois il y a des faces qui sont exagérées, il y a des trucs qui grossissent puis qui rétrécissent. On dirait qu'il y a comme il travaille beaucoup avec ça, tu sais, dans les personnages, dans les monstres, dans les, tu sais, il y a souvent des trucs comme ça là, c'est d'un seul coup ça devient gros et gluant puis ça redevient dans une forme normale. Ok, c'est mon moment pour jump in là. Monsieur PC et Monsieur PlayStation ici. Ouais. Si vous voulez jouer à Princess Mononoke The Game ou même Miyazaki The Game. Okay. Zelda sur la Switch. Breath of the Wild. Ça c'est Monsieur Nintendo qui parle. Non, mais je suis plus Monsieur Zelda qu'autre chose entre vous et moi. Là. Mais je veux dire, l'inspiration, il s'en cache même pas. Le premier trailer qu'ils ont fait pour Breath of the Wild, tu sais, on parle du sanglier qui court après Ashitaka sur son chevreuil, dans le fond. C'est pratiquement frame by frame. Ils ont repris ça, puis ils ont fait le trailer Breath of the Wild avec le Guardian qui court après Link, qui est sur son cheval, puis qui tire des flèches, puis que, tu sais, dans le jeu d'après, il y a son bras droit qui est magique, puis que, tu sais, qui apprend à contrôler. Puis il y a des inspirations de Château dans le ciel. Le Château dans le ciel, ma blonde me regardait jouer à Zelda, puis elle a fait comme, ben là. C'est parce que c'est la même affaire. Là. C'est pareil. Il y a des robots dessus, des robots en pierre, puis tout. Puis là, il y a un château qui vole, puis des trucs comme ça. C'est exactement ça. Vous voulez jouer à Miyazaki The Game? Pas le choix. Vous n'avez plus le choix, là. Plus d'excuses. Bon, ben écoute, je peux télécharger ma PlayStation pour quelques semaines. C'est ça. D'ailleurs, tu me fais penser, Étienne, que les robots dans le Château dans le ciel, je les trouve tellement beaux et cool. Ils me rappellent des vieux dessins animés, genre Il était une fois l'espace. Je sais pas, il y a quelque chose dans les robots que Miyazaki a fait pour ce film-là que ça fait appel à des vieux souvenirs d'enfance, de comment est-ce que j'imaginais des automates, mettons. Ils sont vraiment beaux. Puis en plus, ils sont full fin avec la nature. Il y a des petits oiseaux qui leur montent dessus. Tu sais, je veux dire, ils sont cool, ces robots-là. Là. Tu sais, ils tueront personne. C'est peut-être même eux qui vont sauver la nature, finalement. Mais tu sais, je trouvais ça très cool, là, l'espèce de cohabitation de la technologie avec l'environnement à ce moment-là. Là. Je trouvais ça très beau. Mais toujours dans un contexte où on challenge le consumérisme aussi. Donc, on veut accumuler des richesses, on veut construire plus gros, on veut être plus fort, puis généralement, ça finit toujours par nous avilir momentanément avant qu'on redevienne quelque chose de gentil quand on l'a pu ou on l'a dégueulé, comme le personnage, ou on a perdu notre château, puis on redevient humain. Il y a toujours quelque chose de... On a voulu accumuler, on voulait gagner de la force, puis ultimement, quand on la perd, on redevient accessible ou gentil, mais on n'est pas brisé. C'est rare qu'on voit les gens qui sont brisés parce qu'ils ont perdu. C'est drôle parce que autant dans les films plus fantastiques, tu sais, comme Mononoke, autant que Le vent se lève, c'est la même chose. Tu sais, la morale, c'est le Japon s'est dit, ça y est, on est invincible, on bâtit des avions, puis on va aller se planter. Puis le personnage avant la guerre, parce que c'est quand même basé sur certains moments dans l'histoire et certains... Tu sais, c'est basé sur le vent se lève sur la conceptualisation du zéro, l'avion zéro. Puis tu sais, le personnage principal, il parle à son ami, puis il sait qu'ils vont perdre la guerre. Puis il design l'avion quand même.
Ils designent l'avion parce qu'ils... Ouais. Sachant que cet avion-là va donner des idées de grandeur au Japon, mais eux, ils le font quand même parce que nous, on aime ça faire des avions. C'est pour l'amour des avions. C'est weird quand même. Mais la morale est la même. C'est drôle. Ben c'est ça, c'est toujours cette espèce d'ambivalence de la technologie. Tu sais. C'est toujours une technologie qui est salutaire. On va aller vers là, ça va nous sauver, ça va nous aider. Mais aussi, ça peut tout détruire ou ça va nous détruire ou elle va se détruire. Fait qu'il y a toujours une espèce de fait que la technologie, ça ne tuera pas. Alors, je me dis, est-ce qu'il y avait vu dans l'avenir ou à l'inverse? Là, on verra ce que Skynet fera de nous. Si vous voulez bien, on va y aller avec nos top 3. Ouais. Ah, ce serait un bon exercice. Baptiste, je vais te laisser commencer, tiens. Il y a beaucoup de châteaux dans mon top 3. Le château dans le ciel. OK. Le château dans le ciel, c'est mon top 1. Lui, c'est le... Je sais pas pourquoi, c'est celui qui m'a fait le plus rêvasser. L'histoire des deux enfants, là, que il y a le jeune garçon qui est dans une ville très minière, je pense, au début, puis qu'il y a la fille qui tombe du ciel avec sa petite pierre bleue, puis là, il la rattrape, puis là, après ça, ils vivent une aventure incroyable ensemble. Il y a des espèces de pirates avec... Ça, c'est comme une... Ça aussi, c'est un dessin qui revient souvent, là, les genres de pirates, puis ils ont des genres de grosses moustaches en éventail sur les côtés, là, je sais pas comment dire ça. Ils ont juste un petit nez, des grosses lunettes, puis une grosse moustache. C'est comme... ça revient tout le temps, ce visuel-là. Puis c'est drôle parce qu'eux autres, justement, on parlait là, de... Pas tous des méchants, pas tous des gentils, ben, eux autres, typiquement, au début, on pourrait penser que c'est des méchants, mais non, ils sont même vraiment attachants. Ils sont vraiment attachants à la fin. Des pirates sympathiques. Ouais, vraiment. Puis, il y a toute l'histoire avec l'armée. Puis là, ils rencontrent justement le fameux robot dont je parlais, que je trouvais super beau. Puis, juste la... Puis là, je me permets de mentionner Joe Hisaishi, qui n'est pas son vrai nom. Il s'appelle Mamoru Fujisawa. Ça, c'est un apprentissage que j'ai fait en faisant mes petites recherches, mais le compositeur des musiques de Miyazaki, que moi, l'un des trucs que j'adore dans le château dans le ciel, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette image qui se tique en tête, c'est la toune de fin, avec tous les personnages qui se séparent, puis juste le château dans le ciel qui fait juste s'envoler toujours plus haut. Cette image-là, je sais pas pourquoi, mais juste d'imaginer une cité volante vraiment loin dans le ciel avec un robot, des oiseaux, puis une espèce d'écosystème, je trouve ça beau. Je sais pas pourquoi, j'adore cette image-là. Fait que, ouais, c'est mon top 1. Bon, on peut peut-être faire une rotation, là, je dirais pas mon top 3 au complet. Là. Je vais dire, vas-y Yann, toi c'est quoi ton top 1? Je l'ai dit tantôt, même si c'est pas un choix de la critique, Nausicaa, merci. J'aurais aimé ça dire Totoro, mais c'est un film profondément imparfait, puis un peu longuet, mais je l'aime aussi parce que c'est mon premier contact avec la cuteness. Tout le kawaii de la patente. Je savais pas trop c'était quoi, mais comme tout le monde, non, je ne suis pas imperméable à la cutitude des choses. Fait que donc oui, dans le bas du 3, il y aurait ces deux-là. Je suis pas capable de mettre un ordre. Honnêtement, j'en aurais pris 5, mais... Oui, moi aussi. Je vais y aller avec le premier que j'ai listé en haut, mais moi aussi, c'est Totoro. Il y a quelque chose... Ah ouais, hein? Je retombe en enfance à chaque fois que je regarde ce film-là. Ouais. Puis c'est encore une fois, je l'ai dit, c'est dur de comme résumer l'histoire. C'est deux petites filles qui déménagent à la campagne. Leur mère est à l'hôpital. Et c'est ça le film. Ouais. Et c'est fou à quel point c'est quasiment thérapeutique. Tu regardes ce film-là puis tu te sens bien. Bon, il y a une partie de drame vers la fin, puis, mais quand même, c'est un film que j'ai regardé avec mes enfants. Puis, mes enfants qui ont grandi malheureusement en regardant un peu trop de Pat' Patrouille, selon moi. Puis, justement, Pat' Patrouille, il faut que ça bouge, let's go. Puis ça, c'est super lent, mais c'est super bon. Puis ça fait du bien. Il y a des thèmes très humains. Je trouve ça intéressant de voir le point de vue de deux enfants qui ont à passer à travers un côté sérieux de la vie. Puis leur réaction à ça. Ouais, c'est vrai. C'est super intéressant. Totoro, ouais. Baptiste?
Ouais, moi aussi, j'en aurais pris 5, Étienne. Surtout qu'au début, on disait, ah, on va parler de Miyazaki et du studio Ghibli. Puis là, il y a d'autres films qui sont très cool, qui sont pas de Miyazaki dans le studio Ghibli. Fait que je fais un petit clin d'œil à Tombeau des Lucioles et Royaume des Chats. Oh my god, Tombeau des Lucioles. Mais Tombeau des Lucioles, c'est un tearjerker solide. On parlait de pas juste donner des Césars ou des Oscars à des drames, mais celui-ci, là... Ouais. Je sais qu'à chaque fois que je le regarde, je pleure. C'est direct. Moi, ça tombe dans la catégorie, c'est exceptionnel. Je ne le regarderai plus jamais. Ouais. Je veux plus voir ce film-là. C'est fini. Mais c'était tellement bon. Ouais, exactement. Puis c'est ça a été fait par son pote Takahata qui le conseillait sur tous ses films, puis etc. Puis les deux... Ouais. Visiblement, ils avaient une très forte sensibilité à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est ça, c'est ressorti. Mais bref, excusez, c'est pas ça mon top. Je m'égare. Le château ambulant. Ouais. Puis là, en plus, je dois dire un petit disclaimer pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Vous pouvez essayer de le réclamer, mais Étienne m'a fait à l'accordéon la toune du château ambulant. Fait que si vous allez sur le Discord puis que vous pokez Étienne pour avoir la toune, il va peut-être vous la faire. On verra. Je l'ai pas encore au complet, pas autant que je voudrais, mais peut-on demander un Easter egg sur votre site web, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Un autre Easter egg. Cette fois-ci, il faut que tu tapes Étienne. C'est ça. Il y a juste un gif animé qui apparaît. D'ailleurs, juste pour mentionner, on en avait mis 2 Easter parce qu'on a dit on a mis des Easter eggs puis on n'est pas revenu là-dessus. Là. Je vais quand même le dire pour ceux qui ne savent pas. Oui. Sur le site du Festival de cinéma de la Ville de Québec, il y avait 2 Easter eggs. Si vous tapiez Van Damme, il y avait toutes les images qui changeaient pour des gifs de Jean-Claude Van Damme. C'était malade. Sur le site. Et le deuxième Easter egg, qui était mon préféré, pour ceux qui ont déjà joué à Mortal Kombat 2, il y avait une façon, je pense que c'est quand on faisait un uppercut après qu'il se passe un couple de trucs, il y avait le producteur ou réalisateur du jeu, je sais pas quoi, il y a un gars dans le studio. Ed Boon ou John Tobias, un des deux. Hein? C'était Ed Boon ou John Tobias, là, je me souviens plus lequel des deux qui... Ouais, mais il s'appelait, et son surnom c'était Toasty. Fait que quand tu faisais un uppercut, il y avait sa tête qui popait dans le coin de l'écran, puis on entendait Toasty! Puis moi, je me suis dit, je veux refaire ça. Ben, c'est pas juste toi. C'est Yann qui nous a donné cet exemple-là quand il a commandé des Easter eggs. C'était juste une vanne, mais je pensais pas que vous alliez le faire. Ben, moi, je me suis dit, on peut le faire, mais mieux que ça. On peut mettre la tête à Baptiste. Puis mieux que ça, ça peut dire Baptiste quand on tape Baptiste. Alors, le pire, c'est Étienne qui a mené toute cette surprise-là, parce que même moi, j'étais pas au courant que ça s'en venait. Étienne, je savais pas que t'étais le mastermind derrière tout ça. Oui. Moi, c'est le mastermind solide. T'étais le beau gosse avec la jolie voix, là, mais t'étais pas ça, c'est ça. Impressionnant. Puis c'est drôle parce que celui de Van Damme était moins connu comme Easter egg, mais je vous jure que le Easter egg de Baptiste, même après avoir cessé d'exister, je suis allé à une édition du Web à Québec, qui est un événement à Québec dans le numérique, puis il y a quelqu'un, il y a genre peut-être, je sais pas, 3 ans, qui m'a reparlé de « Hey, c'est toi le Baptiste du Festival de cinéma de la Ville de Québec! » J'étais quoi? Wow. Du monde qui... OK. C'est cool. C'est bien drôle. Donc, le château ambulant, Baptiste? Oui, le château ambulant. Baptiste! C'est ça, Baptiste. Ouais, le château ambulant. Encore une fois, il y a quelque chose de... Je sais pas pourquoi. Mais le château dans le 6, c'est un peu ça aussi, mais le château ambulant, il est plus exagéré. Tu sais, c'est une espèce de gros château qui marche sur 4 pattes, puis il y a même une gueule, le château, là, et une bouche avec une langue, puis il tire la langue des fois quand il s'arrête. Puis en tout cas, le château lui-même est un peu vivant. Il a d'ailleurs, parce que moi, je vous avouerai que les Miyazaki, je les regardais souvent quand j'étais jeune en version française. Fait que il a en dedans de lui un petit feu que je trouve très mignon qui s'appelle Calcifère.
Lui, là, c'est l'un de mes personnages préférés du château ambulant. J'adore son concept. J'aime ça, qu'il soit le feu qui fasse tourner tout le château, genre, puis finalement, c'est un personnage fucking important à la fin. Ah, il est super intéressant. Il est génial. Cool. Il est génial, Calcifer, je l'adore. Puis, il y a plein de... Il y a comme lui, il y a aussi le prince qui est transformé en épouvantail. Il y a plein de personnages qui sont pas vraiment eux. C'est pas eux. Et puis tu les découvres juste à la fin, tous ces vrais personnages-là, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose un peu de... Je sais pas, c'est peut-être une forme de faire de l'introspection, puis évoluer, maturer, devenir finalement qui tu devrais être, tu sais. Puis je trouve ça super beau, ce film-là. Puis je dois dire aussi qu'il y a il y a les sorcières, puis etc. Mais je crois qu'il y a à un moment donné, il y a la sorcière, je pense qu'elle a un chien. Puis ce chien-là, il arrête pas de faire... il aboie jamais, il fait juste ce son-là tout le temps. Ça, je trouve ça fucking hilarant à chaque fois que je le regarde. Je suis comme, c'est quoi ton trip d'avoir mis un chien qui fait juste ce bruit-là tout le temps? Ah, c'est tellement cool. En tout cas, c'est ça. Tellement cool. Ouais, château ambulant. Yann? J'hésite parce qu'évidemment, j'ai 2 de numéro 1. Alors, j'ai pas de numéro 2. Alors, je vais simplement en dire un au hasard. Mononoke. Princesse Mononoke. Ouais. Parce J'ai que... failli le mettre dans mon top 3. Mais c'est foutument violent quand même. Ah ouais. Oui. Beaucoup de Ah choses. ouais, c'est impressionnant. Là. C'est beaucoup de Non, choses. vraiment. Je pense que c'est un des rares films où est-ce qu'on n'est pas dans l'éloge de la lenteur puis de la mesure. Puis non, là, c'est all guns out puis ça y va. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Puis mon premier contact avec tout ça, c'était de sortir un peu comme après un film d'action. T'as trop vu de choses puis t'es trop petit pour avoir toutes ces informations. Mm-hmm. C'est ça, une espèce de fébrilité. Puis lui, il a goûté longtemps. Il a goûté longtemps. C'est vrai qu'il goûte longtemps. Puis, est-ce que vous trouvez pas que la faune entre Mononoke et Nausicaa? Nausicaa. La faune se ressemble beaucoup. Je Un pense. peu, quand même. Je pense Pas aux. Je sais pas si je peux appeler ça des termites là, géantes, mais des espèces de troupeaux Ouais. là, de trucs avec plein d'yeux puis des grosses carapaces. Là. Puis il me semble que dans les deux, cette faune-là se ressemble un peu. Mais Ben, je il y suis a quand plus trop même des sûr. créatures géantes dans Mononoke. Ouais. Il y a toute la destruction humaine versus la Ouais. nature. Puis, tu sais, C'est ça. encore une fois, des thèmes qui reviennent. Mais ouais, pour revenir sur la violence, je veux dire, une des premières choses qu'on voit, c'est, il me semble que c'était au début, là, mais Ashitaka qui décapite quelqu'un à coups de flèche. Ah ouais. Oui, c'est Coup vrai. d'arc à flèche, là. C'est vrai que c'est violent. C'est comme, je te tire une flèche puis ta tête à part, là. C'est... Tu sais, tu te dis, je vais voir un dessin animé, c'est tout cute, c'est tout dessiné. C'est le même qui a fait Totoro. Cool. Une tête qui part. C'est weird. Puis il me semble qu'il y a des jets de sang avec ça là, qui viennent des fois. là. Oui, tout à fait. Il y a de quoi d'un petit peu Kill Bill quasiment. Oui, c'est ça. Parce que la chef du village, elle se bat avec son katana aussi. Puis en tout cas, c'est ça. C'est d'une grande violence. Là. C'est super violent. Non, c'est vraiment cool. Mon numéro 2, mon deuxième sur ma liste, moi aussi, c'est Château ambulant. Il y a quelque chose avec la musique aussi dans ce film-là. la Baptiste, musique. t'as mentionné l'accordéon, mais il y a une raison pour laquelle j'ai décidé, OK, je vais apprendre celle-là. Tu sais, je joue pas de l'accordéon. Là. Je gosse sur l'accordéon. Mais tu sais, je suis capable de jouer 4 trucs. J'ai appris par moi-même juste parce que telle affaire, je voulais le jouer, puis telle autre affaire, je voulais le jouer. Puis tu sais, celle-là, ça en fait partie. Ouais. Cette chanson-là, c'est thème ça, de la chanson. Le château Ouais. ambulant, dans ma tête, la musique, c'est une valse constante. C'est une valse, exact. C'est juste une longue valse, puis c'est beau, là, c'est super beau. Puis il y a quelque chose avec le personnage principal qui vieillit, puis qui rajeunit, puis qui revieillit, puis qui... selon comment ce qui se passe, selon comment elle se sent, selon sa confiance en elle, selon, il y a tellement de trucs là-dedans, il y a tellement de façons de re-regarder ce film-là puis de se dire comme OK, je pense que c'est ça qui trigger ci, puis c'est ça qui, tu sais.
Puis il y a de quoi de fascinant aussi, là, je m'en rappelais plus, là, je viens d'y repenser, mais tu sais, juste d'ouvrir des portes sur des mondes différents ou des endroits différents. Puis tu sais, c'est comme... Le château ambulant devient un genre d'endroit central duquel tu peux jumper à plein d'autres places. Là. C'est fascinant. C'est très jeu vidéo. C'est très jeu vidéo. Je vais me répéter, là, mais... Ouais. Ton dernier, Baptiste? Mon dernier, ben oui, d'ailleurs, moi je l'ai pas fait dans le même ordre que vous parce que j'ai commencé par mon top 1, mais en réalité, là, ce serait mon troisième. C'est ça. Ben justement, Porco Rosso, j'en parlais. Nice. Premièrement, la voix en français, c'est celle de Jean Reno, qui faisait aussi Mufasa dans Le Roi Lion. La culture française est de ma génération est très attachée aux voix de Jean Reno qui faisait des personnages avec des grosses voix là. Ouais, il y a quelque chose de oui, il y a des gros souvenirs nostalgiques qui viennent avec ça là. Puis justement, je sais plus comment l'appeler, le cochon principal. C'est la voix de Jean Reno. Puis tu sais ça parle de Deuxième Guerre mondiale, les avions, les fascistes en Italie. Puis il y a des belles métaphores quand c'est dur de comprendre si il y a des fois où genre tu sais il fait juste comme voler puis là il revoit tous les anciens avions qui sont tombés au combat genre dans des batailles précédentes, il revoit ses anciens amis puis c'est pas très clair à ce moment-là. OK, est-ce qu'il revoit pour vrai ses amis ou est-ce que c'est quoi, tu sais? Puis c'est pour ça que je disais, c'est dur à décrire pour Porco Rosso parce qu'il y a aussi plein de moments où, à un moment donné, ils font un combat dans l'eau où ils font juste se taper dessus à l'infini, genre, tu sais, lui puis un autre pirate pour savoir c'est qui le meilleur pilote de je sais plus de quelle mer, là, mais il y a des trucs un peu absurdes des fois, mais je sais pas pourquoi, mais je l'adore vraiment, celui-là. Son avion rouge, il est tellement beau. Puis je sais pas, là, juste le fait qu'il essaye de redessiner ça avec une fille qui est la fille de sa nièce, genre, je pense, ou je sais pas trop quoi, puis elle, c'est full architecte, full brillante pour refaire un avion vraiment sur la coche. Bref, je l'aime beaucoup. Ouais. Très cool. Yann? Ben écoutez, vous en avez parlé abondamment, le château dans le ciel. Alors, c'était mon autre top 1. Alors, nice. On s'entend, vous avez dit plein de belles choses. Nice. Excellent. De mon côté, mon dernier, j'ai mis Le garçon et le héron. Ah ouais. Puis j'essayais de réfléchir pourquoi. Ben oui, pourquoi? Puis c'est probablement juste parce que c'est le seul que j'ai vu au cinéma. Ouais. C'est le premier, je crois, que j'ai regardé en japonais. Il y avait quelque chose dans l'expérience de ça. Il y a quelque chose dans la qualité d'animation bat toutes les autres. Juste la qualité du dessin, la qualité du rendu. Il y a même de la 3D qui est utilisée dedans avec parcimonie, mais qui donne un effet des fois pour faire avancer comme la caméra, entre guillemets. Parfois, il y a quelque chose dans ce film-là. Puis c'était, tu sais, je l'ai vu en version originale. Je m'attendais pas à le voir en version originale. Je suis allé au clap. Je me suis dit comme, ah cool, on va voir le film. Puis ça part, puis oh, c'est en japonais. OK. Puis c'était avant que je commence à essayer d'apprendre un peu le japonais. Tu sais, une langue que je comprends pas. Ouais. Mais tout le delivery des lignes, le dessin qui va avec, l'expérience dans le noir avec un gros écran, il y a quelque chose là-dedans qui ça pourra pas être battu. Puis j'ai mis une note que probablement que si j'avais vu Mononoke au cinéma, ça aurait dépassé Le garçon et le héron. Ouais. Parce que c'est la majorité des Miyazaki, je suis comme toi, je les ai pas vus au cinéma. Fait que probablement, peut-être que mon ordre changerait si je les voyais tous au cinéma. Ça se pourrait, c'est intéressant de mon point de vue. Ouais. Mention honorable pour Kiki, la petite sorcière. Ouais, Kiki, la petite sorcière, il est vraiment cute celui-ci. Ouais. Puis il y a de la morale là-dedans, il y a des, tu sais. Puis c'est juste une belle histoire, bien rendue. Puis personne n'en parle. À chaque fois, moi, je savais pas que ça existait, ce film-là. Il a fallu que ma blonde m'en parle. Puis, pour vrai, si vous voulez regarder un film avec vos enfants, mettez ça. Mettez ça, c'est super bon.
Je vais mentionner les choix de nos astronautes. On a eu 2 astronautes qui ont participé. On a Tantelli qui a dit « Mon préféré que j'ai regardé plusieurs fois, entre parenthèses, pas le seul néanmoins. C'est Porco Rosso, puis ce serait Princesse Mononoke que j'adore aussi. Et il y a The Norse qui dit « Shame on me, j'ai vu aucun Miyazaki. Je vais au moins essayer de m'y mettre avant que l'épisode sorte. Alors, en espérant, The Norse, que t'as regardé quelques-uns. Si c'est toujours pas fait au moment où t'écoutes ça, mets Mononoke, puis enjoy. Je sais que tu vas aimer ça. C'est quoi notre message après toute cette belle discussion? Moi, je veux entendre Yann. C'est quoi le... Tu sais, on parlait, mettons, au début là, de ton amour de la culture, justement, de cette culture qu'il faut défendre. Puis Miyazaki, à travers ses films, je pense, il essaye aussi beaucoup de défendre sa culture, le Japon, toutes ces choses-là. C'est quoi, je sais pas, le grand message de notre épisode ensemble? Ben, en fait, je le résumerais parce qu'on est 3 monsieur propriétaires ou copropriétaires d'enfants. Je pense que c'est une clé de transmission vers du cinéma d'auteur ou un cinéma différent. Donc, on est là-dedans. On a un rôle de transmettre nos valeurs. On a envie de transmettre une... Puis la nostalgie, je trouve que souvent, c'est vu comme un peu quétaine, un peu suranné. Mais je pense que c'est un moteur important pour transmettre des éléments de bonheur à nos enfants. Puis ça en fait partie. Puis c'est un moment où tu n'as pas le choix d'apprécier la lenteur. Donc, un moment avec tes plus jeunes, collés, puis expliquer après qu'est-ce que tu as trouvé, comment as-tu vu ça. Le retour sur l'œuvre, puis à la limite, rien du tout. Juste un moment suspendu où est-ce qu'il n'y a pas d'attente, mais que tu viens de semer quelque chose, puis que tu espères qu'eux aussi vont éventuellement dire, ben, hey, on regarde tout ça, je regardais ça avec mon père, on était collés, on était dans la cave. Ou, hey, quand on regardait ça, mon père faisait tout le temps du gros popcorn, puis tout le temps mon frère qui le mangeait tout. Puis, peu importe. Mais d'ancrer ça dans le réel, dans le banal, parce que c'est souvent ça aussi que Miyazaki fait, il ancre l'extraordinaire dans le banal. Peut-être que ce serait notre job à nous aussi. J'aime beaucoup donc, ça. Pour te reciter de l'introduction, c'est le plaisir d'être ensemble, c'est ça? Oh, mic drop. La boucle est bouclée. Yann, on arrive sur la fin de cet épisode. Y a-t-il, toi, un projet en ce moment perso ou d'autre nature qui te passionne puis que ça tenterait de partager avec nos auditeurs puis nos auditrices? Ben déjà, élever 2 monsieur, c'est de la job. C'est tout un projet. Essayer de pas devenir gros et triste dans tout ça parce qu'on bouge pas puis on fait du télétravail. Alors ça aussi, c'est une autre histoire. Mais blague à part... on a la chance, avec ce qu'on a parti comme entreprise, d'être avec à peu près une 60aine simultanément d'organismes culturels en diffusion de la culture. On est dans près d'une vingtaine, non, on est plus d'une vingtaine de festivals avec lesquels on travaille puis on accompagne. Près d'une dizaine, 8 compagnies ou salles de diffusion, compagnies de théâtre ou salles de diffusion. Plein d'éléments comme ça qui sont vraiment fascinants, puis c'est très, très nourrissant. Puis je manque de temps parce que on a plus 20 ans. Mais je dirais, ces temps-ci, c'est vraiment de s'imbiber dans tout ça. On a un nouveau PDG à TV5, donc ça aussi, c'est beaucoup de belles nouveautés. Il y a l'espace Félix Leclerc qui, on tente de travailler très fort avec Émilie puis le conseil d'administration à repartir la salle comme des belles années sur l'île d'Orléans. Il y a s'assurer que Québec soit une destination avec le centre de congrès, que Carnaval sente bon, comme à chaque année, avec le Carnaval. Fait que tu sais, je dirais que le projet, c'est de s'occuper à Québec, vraiment. Il y a plein de belles choses à savoir, puis je pense que le life hack principal que j'ai eu la chance d'avoir dans les dents dans la vie, c'est d'être recruté pour être à Québec. Je pense que Québec est un life hack. Wow! Québec est un life hack, j'adore ça. C'est bon. C'est vrai, trouve une place parce que tout est à 15 minutes. Bonne chance. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Excellent. Merci Yann Gaylor d'avoir été le premier invité à bord de J'adore ça. Oui, c'est vrai, notre premier invité.
Nice! Très content. Vous avez été patient. Pu, faire plus amplement ta connaissance. Merci à tout le monde, puis longue vie au podcast. Vous êtes de beaux jeunes. Hey, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. La première fois avec un invité, c'était vraiment, vraiment cool. Hey, si vous désirez nous encourager, il y a plusieurs façons de le faire. Baptiste? Ben oui, vous pouvez vous abonner au podcast afin de vous assurer de manquer aucun épisode, puis vous pouvez aussi nous laisser peut-être un petit 5 étoiles ou un pouce en l'air ou un commentaire, là, juste un petit geste, là, ça pourrait nous aider énormément. Oui, vous pouvez aussi vous rendre sur j'adoresapodcast.com pour voir tous les liens pertinents pour nous trouver. On est bien sûr sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Audible et Amazon Music. Parlez-nous à vos amis qui ne sont pas encore abonnés, je vous mets au défi. Puis on est également sur les réseaux sociaux. On a une boutique en ligne qui est mieux que Simons. Pour tout plein d'articles, j'adore ça. Des t-shirts, on a même des tasses, chose que Simons n'a pas. Ils ont peut-être des tasses, pas vrai. Des tapis de gaming et bien plus. Ils n'ont pas de tapis de gaming. Ils n'ont pas de gaming. Ils n'ont pas de tapis de gaming. Nous, on en a. Et sur ce, Baptiste, on se dit au revoir. On se dit à la prochaine. Et chers astronautes, on vous voit au prochain épisode. Yes, bye. Bye. J'adore ça. J'adore.